Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Je vous souhaite, en tant qu'animateur pour la première fois, bonne année. La semaine dernière, c'était Alexis qui occupait ce fauteuil pour la première fois. Je rappelle que vous le retrouverez régulièrement à l'animation de l'émission, car je le mérite bien un dimanche de temps en temps. Peut-être que je rejoindrai le banc de nos bien-aimés chroniqueurs et invités. Cette semaine, on reçoit Thibaut Gomez-Léal. Bonjour. Je crois que c'est pas la première fois que tu viens à la maison. Non, ça va être la troisième fois que je viens. Troisième ? Ouais, j'étais venu pour les monstres il y a un an et après je suis venu Effectivement. pour Jurassic World. Tu étais venu pour effectivement parler des monstres géants et de Ready Player One, effectivement, donc c'est la troisième fois. Bon, je pense que ceux qui nous regardent sur Twitch auront à peu près deviné le sujet de l'émission. Pour ceux qui nous écoutent, on les fait languir un peu plus. Donc tu travailles sur OCS Story. Voilà, je suis journaliste pour OCS, une émission qui passe sur la chaîne donc télé OCS, Orange Cinéma Série, et aussi sur le web du contenu donc, qui est sur les comptes OCS Story. Donc vous pouvez trouver sur Facebook, Twitter et donc plein de contenus, plein de vidéos sur des sujets divers et variés sur les cinémas, les séries et plein de choses. Très bien, et on suivra ça de très près. Tu nous diras un petit peu quels sont l'avenir de tes projets. En fin d'émission, de l'autre côté, on a Johan Orzulik. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu ? Très bien. Alors Johan Orzulik, on te connaît, tu es contributeur sur Furiosa. C'est bien ça, sur furiosa.com, et depuis un an, j'écris ou coécris des épisodes pour la web chaîne d'analyse cinématographique, le Ciné-Club de Monsieur Bobine. De Monsieur Bobine, effectivement. Donc tu as coécrit quelle vidéo ? Quelle vidéo ? J'ai écrit la vidéo sur Jack Burton dans les griffes du mandarin, celle sur Snowpiercer, celle sur Sam Raimi, celle sur Vampire Hunter The Bloodlust. J'ai coécrit avec mon ami Aurélien Sanjou, que je salue, celle sur House, celle sur The Killer, et enfin la dernière que j'ai écrite seule, c'est celle sur Logan. Voilà. Très bien, félicitations déjà pour toutes ces belles vidéos qu'on vous encourage à regarder, évidemment. Je pense que Cédric s'est suffisamment occupé de ça dans ses recommandations. N'en rajoutons pas. Autour du plateau, nous avons Jonathan. Bonjour, bonne année à tous. Bonne année, comment ça va ? 16 jours avant qu'enfin on puisse avoir le jeu qu'on attend depuis 13 ans, mais à part ça tout va bien. Lequel, tu veux dire On va en reparler en news. On va en reparler en news, très bien, très bien. On a également Titouan. Oui. Comment ça va ? Ça va très bien. Très bien, ça a été le Before eSport ? Ça a été très bien, on a parlé Battle Royale. Encore une fois, c'était très intéressant. Encore ? Mon Dieu, ça devient une habitude. Ah oui. Et on a Grégoire, comment ça va Grégoire ? Ça va en forme, bonjour à tous. Plaisir d'être là. Toujours un plaisir. Fantastique. Bon les amis, cette semaine on a un sacré programme. On va parler de Rocky et de la boxe. Je pense que maintenant le suspense est tombé pour la sortie de Creed 2, dont on parlera en critique, n'est-ce pas Titouan ? Oui. Une séance mouvementée si je dis pas de bêtises. Oui, avec une petite bagarre à la fin. Petites anicroches, voilà. Et Jonathan, on parlera avec toi de Tales of Vesperia. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, au hashtag HPL et sur le chat de Twitch, on vous lit. N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos anecdotes tout au long de l'émission. Pour l'heure, ce sont les news. Pas de Nintendo Direct cette semaine, mais des nouvelles quand même de la firme de Kyoto. 3 jeux. Tout d'abord Kirby au fil de la grande aventure. Portage du jeu Wii avec des nouveaux pouvoirs, une pelote de laine géante et une épée en fil de fer pour tout casser. Et également des mini-jeux avec Roi Dadidou et Meta Knight. Donc c'est rendez-vous le 8 mars 2019 sur 3DS. Peut-être l'un des derniers grands jeux de la console portable de Nintendo. On a également Yoshi's Crafted World qui, à défaut de jouer avec de la laine, jouera avec du carton cette fois-ci, qui arrive sur Switch le 29 mars 2019 sans autre forme de procès. Suite spirituelle de Yoshi's Woolly World avec un monde en laine, avec un monde en carton comme je disais tout à l'heure. Ce jeu, c'est un petit peu un enfer de développement, on l'attend depuis l'E3 2017 si je dis pas de bêtises. Ça fait quand même un bon moment qu'on l'attend. Autour du plateau, quels sont un petit peu, est-ce que ça vous donnerait envie comme ça de craquer, de ressortir votre Switch, d'arrêter de jouer à Smash Bros autour du plateau, Titouan ? Ça fait longtemps que j'ai arrêté de jouer à Smash Bros. Merci pour moi. Mon Dieu. Non, je vais pas te faire des amis. Je suis désolé, moi je joue à Gris, je rejoue à Céleste, je joue à plein de jeux bien plus intéressants, j'ose le dire, que Smash Bros. Très bien. Je n'hésiterai pas à changer. Jonathan n'est pas d'accord. Non, mais bon, c'est vrai que ça fait encore pas mal de choses, mais effectivement, ça risque d'être un des derniers projets sur 3DS parce que là, après le Kirby, je suis pas certain qu'il reste beaucoup de choses encore qui ont été annoncées sur la console. Non, là, on se dirige vraiment vers la dernière année de la 3DS et avant que Nintendo migre l'intégralité de ses équipes sur Switch. Petite incruste de Capcom, je le glisse dans le conducteur. Dragon's Dogma Dark Horizon, annoncé de SPI mercredi, comme
ça, voilà, hop, une vidéo sur YouTube. Donc qui arrivera le 23 avril sur Switch, et il n'y aura pas besoin de payer le Switch Online pour les fonctionnalités en ligne. Donc voilà, petit bon plan pour celles et ceux qui n'auront pas joué à Dragon's Dogma. Du côté de chez Ubisoft, on a The Division 2. Ça en revanche, c'était l'une des grosses annonces de la semaine. The Division 2 qui arrive en exclusivité sur l'Epic Games Store pour sa sortie sur PC. Alors Tim Sweeney, PDG fondateur d'Epic, et Chris Hurley, vice-président des partenariats chez Ubi, s'en sont félicités mutuellement. Il rappelle que Ubi et Epic travaillent sur l'interopérabilité des fonctions sociales entre Uplay et l'Epic Game Store. Rappelons aussi que c'est un coup dur pour Steam, qui quand même comptait 4 jeux Ubisoft dans ses meilleures ventes pour 2018. Mais que le rapprochement avec Epic n'est pas si absurde que ça, étant donné que Tencent, maison mère d'Epic, est arrivé à 5% du capital chez Ubi au moment où Bolloré est parti, après sa tentative d'OPA hostile sur Ubisoft. Heureusement, les Guillemots ont fixé un plafond de 5% sur 5 ans, donc pas de perte d'indépendance a priori. Mais voilà, c'est toujours intéressant de savoir qu'Ubisoft reste près des 500 millions de joueurs chinois, d'un marché qui pourrait être très intéressant à l'avenir. Au-delà même des 12% de commission que Epic prend sur les jeux. Voilà, autour du plateau, je crois Grégoire, tu avais pas mal de choses à dire sur... Ubisoft, c'est une entreprise que j'ai suivie l'année dernière parce que j'ai fait une étude terrain dessus dans le cadre des cours. D'accord. Et ouais. Où ça, je crois que c'est marqué sur ton sweatshirt. Il constaté. Bref, non, il y a deux trucs. D'abord, ça fait écho à l'ambition de développer un des jeux Rainbow Six dans les pays asiatiques. Non, mais on en a parlé en plus juste avant. On en a parlé juste avant. Et en fait, ils ont fait plein de mises en forme, on va dire, pour respecter les sensibilités asiatiques de certains pays, notamment en Chine, sur tout ce qui est violence dans les signes, dans tout ce qui peut être un peu provoquant dans les cadres des cartes, etc. Il y a eu toute une mise à jour graphique en octobre qui avait été faite. Et après, l'arrivée de Tencent, c'est intéressant parce que moi j'étais totalement anti-Bolloré, donc non, mais je veux dire, j'ai fait l'étude terrain en découvrant ce sujet avec un œil nouveau. Et en sortant au bout de 2 ou 3 mois, ça m'a dégoûté. Et ils ont rien à voir. Je veux dire, Bolloré, c'est là pour faire du cash, et Ubisoft, c'était pas du tout la fibre que vendaient la famille Guillemot depuis le début. Donc voilà. Wait and see, mais effectivement, ce serait intéressant de voir comment la partenariat entre Epic et Ubisoft peut évoluer. On rappelle que cet accord d'exclusivité serait le premier d'une longue liste pour 2019. Il y a différents titres qui vont arriver, Far Cry 5, New Dawn, entre autres. Ce serait intéressant à suivre. Tu gardes la parole, Grégoire, car tu as quelques news du côté de chez Activision. D'abord, un nouveau départ du côté d'Activision, mais pas d'un haut dirigeant, mais cette fois-ci d'un studio. Un studio interne, qui s'appelle Bungie et qui emporte une licence Destiny, entre autres, avec lui. C'est un communiqué qui a été publié le 10 janvier et donc pour rappel, les deux institutions s'étaient associées en 2010 lorsque Bungie avait eu pour ambition de créer, développer le premier opus de Destiny qui était sorti 4 ans plus tard. Les performances du dernier opus, donc Destiny 2, ont d'ailleurs été pointées du doigt courant automne par certaines figures d'Activision, notamment Cody Johnson, qui est COO de mémoire, et qui disait que 50 millions d'exemplaires du jeu vendus depuis la première édition, c'était pas assez. Du côté de Bungie, tout le monde est heureux apparemment d'être enfin libéré de la vision de profit court terme d'Activision. Et tu mentionnais à l'instant Epic Games Store. À noter que certains membres d'Epic Games comme Monsieur Rain et Monsieur Chester ont fait des appels de phare auprès de Bungie en saluant leur courage via des tweets assez explicites. Donc pourquoi pas avoir débarqué Bungie sur Epic Games Store. C'est la grande question, effectivement. Bungie, maintenant que Bungie est dans la nature et que tout le monde sort son chéquier pour acheter des studios, ce serait intéressant de voir chez qui ils atterrissent, effectivement. Est-ce que ce sera chez Epic, chez Microsoft, chez Sony? Peut-être des pronostics autour du plateau? Sony, c'est possible, parce qu'il y a quand même... Microsoft, ça serait quand même assez intéressant. Vu qu'ils sont dans cette optique-là, Sony ou Microsoft, c'est probablement les plus probables. Puis rappelons que Bungie a quand même un lien historique avec Halo, donc Microsoft, ce serait pas déconnant. Mais à voir qui dégainera en premier.
Et qui joue sur Xbox, c'est plutôt ça la question. Ah mais non, mais il y a peut-être une nouvelle console à vendre en 2019-2020 Ouais, et c'est il y aura sûr. des titres à annoncer au Après, line-up de lancement, à voir c'est intéressant. la stratégie qu'ils veulent adopter. On verra. D'autres news de ta On part, enchaîne Grégoire. avec la DGSE qui recrute pour hacker des jeux vidéo multijoueurs. C'est en tout cas ce qu'on peut lire sur plusieurs sites d'information cette semaine. Ça fait sourire parce que ça rappelle que Big Brother is watching you d'Orwell. C'est toujours cette théorie du complot est toujours bref. Toujours est-il que la DGSE recrute effectivement un stagiaire pour étudier les espaces de communication de certains jeux vidéo en ligne. L'offre s'appelle Rétroconception et exploitation des protocoles de jeux vidéo, je cite. Et donc l'heureux ou l'heureuse élue aura l'occasion d'effectuer des cartographies de jeux vidéo largement répandues et a pour mission de chercher et d'exploiter le cas échéant les failles de sécurité dans les jeux étudiés. Certains jeux se sont déjà portés volontaires comme Fortnite ou League of Legends. C'est une dimension en fait, c'est une notion qui n'est pas nouvelle puisqu'elle avait été évoquée il y a longtemps avec Call of Duty, dans le sens où les espaces de communication sur ce genre de jeu constituent des failles que la DGSE ne peut pas surveiller et donc qui échappent aux services de renseignement et sur lesquels peuvent notamment se vendre par exemple des armes ou peut y avoir des communications à caractère dans l'air du temps terroriste, on va dire. Il suffit de voir comment dans un lobby avant même de jouer, il suffit d'avoir 4 personnes sur un lobby sur l'écran de sélection de Fortnite et on peut tout à fait discuter sans être inquiété par quoi que ce soit. Je me souviens que Snowden avait balancé il y a 5 ans des révélations sur la façon dont la NSA espionnait les serveurs d'Activision Blizzard, de Blizzard justement et de World of Warcraft. Voilà, autour du plateau, est-ce que ça vous fait sourire? Moi ça me fait sourire parce que quand tu dis la DGSE s'occupe à regarder, à espionner ou en tout cas à travailler sur Fortnite et tous ces jeux vidéo, tu te dis voilà, ils prennent les choses au sérieux. Et en fait tu rajoutes quand même au début qu'ils ont juste engagé un stagiaire. Donc là t'as envie de te dire oui effectivement ils prennent les choses au sérieux mais pas trop, faut pas déconner. Donc c'est juste 6 mois. Après, on verra si on te reconduit. Imagine sur Counter-Strike, les mecs qui veulent savoir si tu parles de terrorisme. Bon, les gars, d'abord on fait terrorisme, et puis après anti-terro. Les gars, ça va être difficile. Des nouvelles, Jonathan, sans transition, de Kingdom Hearts 3, et notamment de sa fin qui fait déjà polémique. En fait, le jeu va sortir dans 16 jours, donc très attendu, tellement qu'il y a des gens qui ont déjà une copie physique et que Square Enix craint des spoilers par rapport à la fin. Sachant que en fait ils ont communiqué cette semaine sur Twitter pour dire que la fin donc était bien dans le jeu, dans la galette que tout le monde pourra acheter, mais que le 29 janvier, le jour de la sortie du jeu, alors il y aura un patch qui va non seulement permettre de fixer des bugs, mais aussi d'avoir accès à l'archive mémoire qui va permettre de comprendre un petit peu comment on en est arrivé jusque là. Très utile pour les joueurs qui n'ont pas joué et même pour beaucoup de joueurs qui ont déjà joué au jeu d'avant. Le 30 janvier, donc le jour d'après la sortie, il y aura l'épilogue qui sera disponible gratuitement mais en téléchargement, donc à partir seulement du 30. Et le 31 sera disponible la vidéo secrète, donc qui est une marque de fabrique des Kingdom Hearts, surtout chez nous, qui est arrivée depuis le premier jeu. Donc en fait, il y a effectivement une polémique sur savoir comment les gens qui n'ont pas de connexion internet vont pouvoir faire pour avoir cet épilogue et cette fin secrète, sachant que la fin du jeu, ça Square Enix a bien communiqué dessus et bien dedans. Donc le jeu est complet et notamment les reviewers pourront le faire sans aucun problème. Là voilà, c'est la question qui se pose, comment quelqu'un qui n'aurait pas accès à internet pourra avoir ces contenus, alors qu'ils sont additionnels mais qui sont quand même très importants pour les fans. Tant pis pour eux. En même temps, de nos jours, si t'as pas de connexion internet, tu peux pas payer tes impôts. Surtout que c'est une connexion pour avoir accès à des vidéos, donc je pense pas que ce soit trop long ou trop dur. Voilà, YouTube. Tu perds pas grand chose après. Sinon il y a YouTube effectivement. Voilà, je pense que c'est surtout pour endiguer un petit peu les spoilers un peu rapides des gens qui feraient le jeu sur YouTube au lieu de l'acheter, mais ça atterrira sans doute sur internet assez rapidement. Même. Un peu sceptique, Johan? Non, pas du tout. Non, je te voyais genre. Bon, je réfléchissais. Ça fait poser plein de questions en fait. Donc voilà. Ouais, on invente le game as a service, mais pour un scénario. C'est pas mal. Je trouve ça intéressant. Tu gardes la parole, Jonathan, pour nous parler d'un autre jeu japonais très attendu, Sekiro. Et oui, parce que Sekiro Shadows Die Twice va arriver, donc le prochain jeu de From Software le 22 mars de cette année. Et le site Game Informer a réalisé une petite couverture sur son site internet avec plusieurs articles qui expliquent un petit peu comment va se dérouler
dérouler donc non seulement l'univers de jeu, comment il va être présenté et comment la progression de personnage va se passer, parce qu'on est quand même parti sur un action RPG qui va différer sur certains points des Dark Souls et des Bloodborne, notamment sur l'arbre de progression. Il va y avoir des véritables arbres de compétences, mais qui devront être trouvés, qui devront être débloqués, donc quelque chose quand même qui va changer des classes de personnages qu'on a pu connaître dans Dark Souls. Et il y aura une seule classe, il n'y a pas vraiment de classe, mais on pourra personnaliser avec donc ces arbres de compétences. Par contre, il y aura bien un hub central, comme il y a pu avoir notamment le sanctuaire de Lich-Feu dans Dark Souls. Là, je crois que ça s'appelait le temple dilapidé, en tout cas c'est le Dilapidated Temple, désolé pour l'anglais, en anglais. Donc du coup voilà, on aura des personnages non joueurs à trouver dans le monde, à éventuellement pouvoir ramener dans ce hub. Donc voilà, ces petits points là pour que From Software communique. Oui, ça va ressembler un petit peu aux Souls, mais pas totalement. Il va y avoir un côté. À Nioh. Voilà, et à Nioh aussi. Je pense d'ailleurs que ça ressemblera plus à Nioh qu'aux Souls. Voilà, effectivement. Donc voilà les premiers indices pour ce jeu qui va être quand même très attendu en mars. Thibaut, toi tu l'attends. Moi je l'attends. On en parlait en antenne. Effectivement, quand j'ai vu des images qui avaient été transmises, et j'avais été extrêmement excité, même si moi je suis vraiment pas du genre à être RPG. C'est un genre que j'arrive et je commence à aimer d'année en année avec effectivement Dark Souls et des jeux comme ça qui arrivent et qui petit à petit viennent me chercher dans une niche de jeux vidéo dans laquelle j'allais pas forcément. Et donc, mais viens, on est bien. Allez, viens, on est bien. Viens dans la niche, on est bien. Quoi le RPG, maintenant, c'est plus qu'une niche, mais oui. Oui, non, entre guillemets, dans Titouan, la. tu fais le dans malin. genre, ouais. Tu vas nous parler de Tintin, qui revient au cinéma. Donc après quand même la petite déception du premier film qui s'était pas vendu comme espéré, Tintin 2 était attendu depuis plusieurs années, mais ne cessait d'être reporté. Et cette semaine, Benoît Mouchard, directeur éditorial chez Casterman, a confirmé, donc Casterman qui édite la BD Tintin, a confirmé le nouveau film réalisé par Steven Spielberg même, et Peter Jackson. Donc les aventures de Tintin et le secret de la licorne aura bien une suite. Cependant, on n'a encore aucune info sur le contenu, peut-être un petit peu plus d'espionnage. Il serait question aussi d'un film plutôt hybride mélangeant plusieurs histoires, et notamment On a marché sur la Lune ou Objectif Lune. On ne sait pas trop pour l'instant à quoi s'attendre. La conquête spatiale a un peu le vent en poupe en ce moment au cinéma, donc ce serait intéressant effectivement pour commercialement parlant d'aller sur ce terrain. Tintin, je crois que vous l'attendez pas mal autour du plateau. Johan, Thibaut. Ah, moi, une prod Spielberg-Jackson, ça va être difficile à refuser, mais Johan, ça va peut-être. Non, et c'est juste que ça fait plusieurs années qu'on l'attend et que je serais rassuré que s'il y a un clap le jour où le tournage sera officiellement enclenché. Voilà. Ouais. Et j'avais entendu qu'il y avait une espèce de. Effectivement, ces idées sur la Lune, j'avais entendu ça, et j'avais entendu qu'il y avait peut-être aussi une piste sur la Sildavie ou sur l'affaire Tournesol, donc une espèce de, comme tu dis, un truc hybride, un peu thriller. En tout cas, les trucs d'espionnage d'Europe de l'Est et pourquoi pas plus. Il y avait eu un premier jet en fait qui avait été écrit peu de temps après la sortie du premier film à destination de Jackson. Je sais plus, c'était par un romancier. À l'époque, il était question du diptyque Les 7 boules de cristal et le Temple du Soleil. En fait, apparemment, il est plus question du Temple du Soleil. C'est dommage parce que c'est un des meilleurs albums. C'est un des meilleurs albums. Peut-être un petit peu plus fantastique, peut-être pour le 3 si jamais, on verra. Et Titouan, on était dans les étoiles et là on va redescendre. Tu parlais de conquête spatiale. Voilà, non mais on va peut-être redescendre un petit peu sur Terre, on va redescendre. 4, ça a l'air mal parti. Ouais, le 4e opus de la série pourrait ne pas voir le jour. Il y a quelques mois déjà de cela, Chris Pine et Chris Hemsworth avaient déjà refusé de signer leur contrat. Un différent certainement d'argent, et on apprend maintenant que c'est la réalisatrice S.J. Clarkson qui a abandonné le projet, notamment pour faire un préquel de la série Game of Thrones. Il y a donc désormais presque plus personne dans l'équipe. Cela resterait peut-être la porte ouverte à Tarantino qui voulait toujours réaliser un petit Star Trek assez gore. Pourquoi pas. Tarantino et Star Trek, c'est vrai qu'il avait ça dans les cartons, effectivement. Beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à m'imaginer ça. Je vois la news, ça fait longtemps qu'elle ressurgit et j'arrive pas. Tarantino, c'est un mec qui écrit ses trucs à lui, certes très référencé, mais ça écrit ses trucs à lui. Mais à l'époque, il avait dit, je crois que c'était peu de temps après la sortie de Pulp Fiction, qu'un de ses rêves, ça aurait été de faire un space opéra. Mais il faudrait retrouver cette anecdote. Mais il me semble qu'à une époque, il l'avait dit. Mais il ferait son truc perso à lui. Oui, voilà, c'est ça. Rentrer dans une franchise avec une. Beaucoup de gens avaient refusé. Avec un genre précis, ça me.
faire rentrer Tarantino dans un truc comme ça m'étonnerait. Bon, Mais on n'est jamais au bout de tes surprises. Le Dune de Jodorowsky fait donc des enfants, c'est parfait, c'est fantastique. les amis, l'heure tourne, je suis désolé, je suis obligé de vous interrompre. On va s'écouter Eyes on Me de Desired, et juste après, on se retrouve pour les critiques de Tales of Vesperia et Creed 2. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, où Grégoire dodeline toujours. Pour une fois, ouais. C'est une grande journée aujourd'hui. Pour une fois. Bon, on tire les rois après, attention, c'est peut-être ta chance. C'était la semaine dernière, ça. Putain, Non, il tire les rois, il avec une remplit. galette aujourd'hui. Il nous remplit. Oui, je suis venu avec une galette. On en parlera après. Voilà. Ah oui, c'est vrai. On tirera peut-être après le débat, qui sait, je ne sais pas. On tire Grégoire après. Pardon. On a pu t'en arrêté empêcher. tout. Bon, stop. Il n'y a pas pu s'en empêcher. On l'a refait. Bon, c'est l'heure des critiques, les amis. Cette semaine, Tales of Vesperia sur PS4, Jonathan. C'est ça. Et Creed 2 au cinéma avec Titouan. C'est parti pour les critiques. Mais c'est de la merde! Alors, mon petit Jonathan, Tales of Vesperia, qu'est-ce qu'il vaut? Eh ben, faut déjà se rappeler que ça fait 10 ans que Tales of Vesperia est arrivé chez nous, donc à la base sur Xbox 360. 10 ans dans lequel le RPG japonais a quand même connu beaucoup de choses, beaucoup de déboires, qui est revenu quand même récemment beaucoup plus en force. Et bah justement, c'est un jeu de vieux de 10 ans qui nous revient là. Alors, tu disais, on l'a fait sur PS4, mais c'est aussi dispo sur Xbox 360, sur Switch et PC, donc vraiment sur tous les supports possibles. Xbox One. Xbox One, oui. J'ai dit 360. Ah bah tu vois, ça c'est le lapsus du mec. Il l'a dans le coin là, tout est là, mais je montrerai. Donc, de quoi ça parle ce Tales of Vesperia? Ça parle d'un monde, alors Terre Kalumi Race, un monde très dangereux puisque c'est infesté de bêtes sauvages et les êtres humains n'ont eu d'autre choix pour survivre que de se regrouper derrière en fait des grandes barrières, des barrières alimentées par des orbes magiques, donc qui s'appellent Blastia, et dirigées par un empire politiquement instable. Le joueur va incarner Yuri Lowell, donc un ancien garde impérial rebelle avec un sens de la justice assez personnel, c'est le moins qu'on puisse dire, qui va devoir retrouver donc un de ces orbes, une de ces Blastia, qui assure l'approvisionnement en eau potable des pauvres de la capitale qui s'appelle Zaphias. Et en cherchant cet orbe, en poursuivant le voleur de cet orbe, va commencer une quête épique, donc comme dans beaucoup de JRPG, le but étant au départ de commencer sur un conflit très local, et on finit par bien sûr sauver le monde. JRPG oblige. Comme d'habitude. Et voilà, et évidemment en chemin, de nombreux alliés vont rejoindre Yuri. Et les interactions entre ces alliés, la dynamique de groupe, c'est ce qui va donner le sel de ce Tales of Vesperia. Comme tous les Tales of, ça repose beaucoup sur les interactions entre les personnages, ainsi que sur les combats très dynamiques qui sont dans une arène avec lesquels on va pouvoir énormément se faire plaisir en temps réel. Très très bien. Alors effectivement, est-ce qu'on a affaire à une simple version remasterisée du jeu, vu qu'il a quand même 10 ans, donc est-ce qu'il y a des améliorations sur ce point-là, ou est-ce que c'est grosso modo le même jeu? Alors pas tout à fait, déjà c'est vrai qu'il faut le préciser, au niveau du remaster on a le droit à quelque chose graphiquement beaucoup plus intéressant. Au niveau du framerate aussi on va avoir quelque chose de plus performant. Alors framerate surtout sur PS4, Xbox et peut-être PC, parce que Switch, c'est vrai qu'on en avait parlé hors antenne, il y a des fois quelques soucis notamment avec la carte du monde sur Switch, parce que la carte du monde c'est souvent ce qui demande le plus de framerate. Voilà, en termes de graphisme on a quelque chose qui est beaucoup mieux, ça c'est sûr. Et on a aussi ce qui est toujours ce que les fans de JRPG apprécient toujours, du doublage japonais et anglais, donc le choix entre les deux, même si c'est dommage, on est obligé à chaque fois de quitter sa partie si on veut changer le doublage. Donc là, à chaque fois qu'on démarre la partie, on est obligé de choisir. Mais tu disais que c'est un remaster, oui, mais c'est un remaster de ce que vous voyez là, c'est-à-dire la version japonaise, parce que nous, ce qu'on avait eu, c'était donc une version sur 360, la version PS3, elle n'est jamais sortie chez nous, et c'est cette version PS3 qui est une version améliorée, une version plus en fait, qui nous arrive là, donc cette fameuse Definitive Edition. Quel intérêt notamment de cette Definitive Edition? C'est qu'on va voir notamment 2 personnages supplémentaires. Alors un personnage un peu plus anecdotique, Patty Fleur, une jeune pirate qui a sa propre backstory, sa propre histoire, qui n'est pas tellement liée au scénario principal. Et surtout Flynn, alors le chevalier impérial qu'on va voir, que vous verrez d'ailleurs derrière les images. Donc si le héros est Sasuke, Flynn c'est Naruto. C'est ça, et juste alors, un peu moins émo le héros, mais effectivement c'est ça, on va avoir une dynamique de groupe d'autant plus améliorée que le rival qui au départ n'est là dans le groupe principal, dans le groupe que 1 ou 2 combats, là va véritablement faire partie du groupe jusqu'à la fin de l'aventure à partir d'un certain point. Forcément c'est plus intéressant dans un jeu comme Tales of Vesperia qui en plus va se voir agrémenté de quêtes annexes en plus, de toutes les mini-jeux qui font le sel de Tales of Vesperia et des Tales of en général. Alors est-ce que pour toi du coup ça vaut le coup de se replonger dans ce monde 10 ans après? Le sens de ma question c'est est-ce que les nouveaux joueurs vont y trouver de l'intérêt?
C'est vrai que c'est un JRPG classique, donc ça, il faut le savoir dès le départ. On a une progression en niveau et surtout une progression de l'histoire qui est très lente. Le gameplay prend plusieurs heures, voire plus d'une dizaine d'heures à se découvrir, notamment les coups spéciaux les plus importants, on les a qu'au bout après 10 heures. L'histoire elle-même, elle prend du temps à se développer, on va avoir du temps à voir tous les personnages et finalement à comprendre quel est le grand ennemi qui se cache derrière la menace petite au départ. Mais ce qui va vraiment intéresser tout le monde, à la fois les anciens comme les nouveaux, c'est surtout le personnage principal. Tu disais en faisant un rapprochement honteux avec Sasuke, mais Yuri Lowell, 21 ans au compteur, donc assez vieux même par rapport à la plupart des héros de JRPG, il a un caractère qui détonne complètement justement du jeune homme naïf qui découvre le monde. Lui, même si effectivement il a quand même un côté rebelle qui le rend attachant, il a surtout une conception très particulière de la justice qui le rapproche plus du Punisher que d'un Tidus ou d'un Sora, pour parler de licence le parallèle avec le Punisher est assez intéressant, effectivement, sans spoiler, mais il y a des choses assez intéressantes à c'est le Punisher du JRPG. Et non mais sérieusement, jouez au jeu, vous verrez pourquoi. À un moment, c'est vraiment ça. Il a donc cette conception très particulière de la justice. Il a autour de lui un casting attachant, alors un peu plus archétypal, mais quand même avec qui il y a quand même de très bonnes relations. C'est, comme je le disais tout à l'heure, le sel des Tales of. C'est ce qui leur a permis de se démarquer de la concurrence. Et voilà. Et effectivement, pour quelqu'un qui aime le genre, qui n'a pas encore joué au jeu, comme en plus il vaut à peu près 40€, c'est un rapport qualité-prix qui est excellent. Si jamais vous avez déjà fait ce jeu-là il y a 10 ans et que vous demandez est-ce que ça vaut le coup, étant donné qu'il y a donc des personnages en plus, donc du coup pas mal de contenu en plus, et que finalement c'était quelque chose qui était déjà très bon à la base, qui est encore amélioré maintenant, ça peut valoir le coup, surtout si vous aimez les fresques épiques et les chiens qui se battent avec des dagues. Bref, si vous êtes des personnes de bon goût. Très bien. Effectivement, meilleur chien de l'histoire du jeu vidéo. Voilà, ton pseudo en atteste. Jonathan, merci pour ta critique. Johan, Thibaut, est-ce que vous seriez prêt à vous laisser séduire par les vertes plaines du RPG japonais, ou est-ce que vous passez votre tour? J'aimerais bien pouvoir m'y remettre, tout simplement, parce que c'est un type d'univers que j'ai pas eu l'occasion auquel j'ai pas eu l'occasion de m'y coller depuis un certain temps, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Et toi, Thibaut? Et moi, c'est comme Johan, effectivement, pas un univers dans lequel j'ai eu la chance d'aller me balader, mais t'as piqué ma curiosité. Et puis, pendant que tu parlais, la musique qu'on entendait, c'est la musique du jeu, effectivement. C'est ça. Je la trouve particulièrement c'est la musique de la carte du monde, si j'ai bonne. Moi, j'ai une question. Est-ce que tout bêtement, tu disais effectivement que l'histoire met du temps à se dérouler, à se révéler. Comment est la courbe de progression ? Alors, sur la courbe de progression des personnages, tu veux dire? Non, de difficulté. Alors, puis même de l'histoire de 6 mois qui n'ai jamais mis les pieds dans un tel Vesperia, est-ce que je vais arriver et être tout de suite rebuté par une difficulté ou des mécanismes qui peuvent être difficiles à comprendre Alors justement, franchement, je pense pas que ce soit déjà ni le plus difficile de la licence, ni le plus difficile des JRPG. Donc au niveau difficulté, ça va progressivement, parce que justement, c'est ce que je disais, on découvre les mécanismes au fur et à mesure. Donc il y a le temps, d'ailleurs, ça prend même beaucoup de temps à se faire. Pour ce qui est de l'histoire, on a un conflit au départ et plusieurs petites histoires autour qui se développent. Donc après, à toi de voir. Est-ce que ça te dérange pas de prendre plusieurs dizaines d'heures pour justement pouvoir tout ça se développer, mais avec du temps, donc tu as quand même pas mal de payoff à la fin. Pour conclure sur Tales of Vesperia, parce que j'ai eu la chance de faire ce jeu il y a 10 ans, c'est un jeu qui vous permet de jouer en coop aussi. Vous pouvez jouer à plusieurs pendant les combats en temps réel, et donc c'est peut-être, si tu veux commencer Tales of, c'est peut-être une bonne idée d'avoir quelqu'un qui a déjà joué au jeu. Tu veux jouer avec moi, Karek? Pourquoi pas, écoute, on peut en discuter. Mais voilà, surtout les Tales of à plusieurs, c'est vraiment pas le même jeu. Vous pouvez vraiment dire, toi fais ci, fais ça, machin, oui. Coop local ou online? Coop local. Coop local, voilà. Pas mal. C'est que 40€ et pas 80. Et voilà, donc typiquement, si vous avez l'occasion de jouer à ce jeu-là en coop, allez-y. Merci Jonathan pour ta critique. Et maintenant, on reste toujours en coop, mais entre sparring partners. Exactement. N'est-ce pas, Titouan? On va parler de Creed 2. On va transpirer un petit peu là. Donc ce mercredi sortait en salle le second opus de la saga Creed, centré sur le personnage d'Adonis Creed, comme pour le premier volet. L'histoire met en scène Rocky Balboa, aidant Adonis dit Donnie à devenir champion du monde de boxe et marquer l'histoire de la boxe à jamais. Je vois rien du tout avec le micro, comme l'avait fait son père des années auparavant. Malheureusement, un ancien ennemi plutôt connu de Rocky refait surface et vient perturber la petite ville tranquille de Creed. Alors on part sur un scénario archi classique, déjà vu dans les épisodes précédents. Est-ce que le film reste
intéressant? Est-ce qu'il se renouvelle bien? Alors effectivement, scénario archi classique, amoureux des films à rebondissement s'abstenir. Personne dans la salle n'était là pour être surpris et tout le monde au bout de 30 minutes connaissait déjà la structure complète du film. Mais tout le monde était là pour voir Rocky et au bout de 8 films on commence effectivement à arriver à prédire les scénarios, mais tout le monde s'en fout, on veut juste voir le héros se battre contre les méchants. Adonis se retrouve donc en face de Victor Drago, fils d'Ivan Drago, élevé dans la haine et la rancune suite à la défaite de son père face à Rocky dans Rocky 4. Il ne cherche que vengeance et provoque Donnie en duel. Tout le monde se doute ensuite de ce qui se passe. Je ne vais pas vous raconter Rocky 4 encore une fois. Et je spoil pas aussi, comme ça c'est pas mal. L'atout du film réside dans sa mise en scène et sa qualité audiovisuelle. Dès les premières minutes du film, le ton est donné par une scène très peu éclairée où l'on peut voir Adonis se préparer. Il ne se passe pas grand chose, on voit franchement rien et on n'entend rien. Et d'un seul coup, un claquement de gants à 80 dB. 80 décibels vient vous rappeler de pourquoi vous êtes ici pour voir un bon Rocky. Alors, est-ce que la mise en scène est un vrai atout pour ce film? Effectivement, le film, comme je le disais au-dessus, commence par cette scène dans l'obscurité. On sent tout de suite qu'il va y avoir un vrai point d'honneur à faire ressortir des émotions plus par l'image que par le son. Normal, me direz-vous, pour un film de boxe, mais c'est quand même à relever car c'est bien foutu. Le film alterne des scènes filmées caméra à l'épaule avec une image tremblante et un focus sur le premier plan, ce qui rend tout ce qu'il y a derrière un peu flou pour accentuer justement l'image au premier plan, avec des plans plus serrés sur les personnages des fois pour faire ressortir les émotions. Adonis est déchiré entre sa famille et le devoir de venger son père et la mise en scène est très bien exploitée à ce niveau. On a aussi des scènes avec Victor en Ukraine qui sont vraiment très bien filmées pour montrer un peu cet esprit de vengeance qu'il a. Quant en scène de boxe, effectivement elle regorge de bonnes idées, même en mouvement l'image est toujours lisible et c'est donc un vrai bonheur pour les yeux. Alors tu penses, tu vois, t'as vu le film avec tes yeux, mais voilà, tu es un homme du son, hein, donc, je suis un homme d'oreille. Voilà, tu es un homme d'oreille. Donc est-ce qu'on est servi à ce niveau-là? Tu disais tout à l'heure justement que tu étais plutôt servi au niveau de l'image qu'au niveau du son. Ouais, alors première chose à dire je pense, Gonna Fly Now est bien dans le film. Vous pouvez vous détendre, ça, ça ira. On enchaîne entre une excellente bande-son hip-hop underground et des musiques un peu plus classiques pour donner au film en fait un vrai cachet Creed et pour s'émanciper un peu du reste de la série Rocky. La qualité du sound design est aussi vraiment époustouflante. Chaque coup donné et reçu est ressenti aussi bien au premier rang que par le mec parti aux toilettes en plein milieu du film. Les sons de chair et d'impact en tout genre rendent le film vraiment très organique et permettent une bonne immersion lors des combats. Si vous avez vu Raging Bull, c'est aussi assez impressionnant au niveau des sons d'impact. Et ici, on est aussi bien servi. Je dirais du coup, pour conclure, que Creed 2 est vraiment une très bonne réussite, j'ai passé un très bon moment. Le film fait le coup de génie de plaire aussi bien aux fans de Rocky qu'aux nouveaux venus, grâce notamment à sa qualité audiovisuelle. Petit point noir peut-être sur le personnage de Victor, qui selon moi aurait mérité plus de profondeur, car il a l'air très intéressant mais au final peu exploité. On sent le personnage torturé tout au long du film, mais au final il a très peu de lignes de texte. Toi Jonathan, tu as pu le voir et je suis assez déçu en fait à ce niveau là parce que le personnage a l'air intéressant et au final il ne s'exprime pas et il se passe pas grand chose avec lui. Jonathan. Globalement je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que tu dis parler d'un scénario classique, on comprend assez vite ce qui se passe. Moi ce que j'ai beaucoup aimé ce sont les dénouements des combats qui c'était là la petite partie surprise auquel je m'attendais pas forcément et c'est ce qui me permet de dire que c'était pas juste paresseux de reprendre quelque chose qu'on connaissait déjà, c'était vraiment reprendre ça effectivement quelque chose de classique parce que c'est ça qu'on veut voir mais en donnant quand même avec ces dénouements un petit côté imprévu. Effectivement ça va se terminer comme ça mais pas comme vous l'aviez prévu. Et moi j'avais cru comprendre quand même que le méchant avait peut-être un développement un peu plus étoffé que d'habitude quand même. Non, je sais pas. Oui et non en fait, c'est ça que j'essaie de dire, c'est que il se passe beaucoup de choses en fait dans la vie de Ivan Drago et Victor Drago. On les voit même souvent à part entière, juste voir ce qui se passe dans leur vie. J'ai pas trop envie de vous raconter parce que ça spoil quand même pas une bonne partie du film, mais en gros effectivement on a beaucoup plus de visu en fait sur ce qui se passe qu'on n'avait pas forcément dans Rocky 4. C'était quelques scènes où on voyait Ivan Drago s'entraîner. Il y a un peu plus de caractérisation là en fait. Et voilà, et au final il y en a peut-être pas assez, c'est ça qui m'a manqué en fait, on va pas assez loin. Thibaut, moi j'ai une question, comme j'ai pas eu la chance de voir Creed 2, quelle est la place de Rocky Balboa dans ce Creed 2? Dans le Creed 1 il était
toujours un petit peu derrière, il est toujours là. C'est aussi la place qu'il a parce que voilà, vous connaissez Rocky, il y a des embrouilles, il se quitte pour mieux se retrouver. Là encore une fois, on sent d'ailleurs, si vous ne le savez pas, Sylvester Stallone a dit que c'était la dernière fois que Rocky Balboa apparaîtrait à l'écran, et on sent qu'au final peut-être qu'il y a ce détachement au fur et à mesure, et voilà, il l'entraîne mais de loin parce qu'il y a aussi d'autres entraîneurs, et il vient pas. Voilà. Il a sa petite histoire aussi. Il a aussi son histoire personnelle qui est assez importante. D'accord. Avant d'aborder la grande rétrospective sur Rocky et la boxe au cinéma, peut-être une dernière impression. Johan, tu as pu voir le film ? Non, comme Thibaut, j'ai pas encore eu le temps. Hélas. Du coup, voilà, qu'est-ce que tu en attends ? Pas grand chose en fait. C'est-à-dire, ce que j'aimerais moi personnellement, pour griller, pour avancer un peu le débat, ce serait que Stallone puisse rebondir en fait sur autre chose, parce que c'est quand même Rocky, comme John Rambo, c'est ce qui a sauvé sa carrière à la mi-2000. Et en fait, j'ai l'impression que ce qui le sauve le tue en même temps. C'est-à-dire qu'il est toujours enfermé dans le même perso dont il n'arrive pas à se détacher, alors qu'à la base, il voulait faire d'autres choses. Donc voilà. Après, c'est pas le Creed n'était pas déshonorant, loin s'en faut, mais c'est juste que en tant que fan de l'acteur, on aimerait qu'il arrive à rebondir. Donc peut-être qu'effectivement l'idée de terminer sur Creed 2, son rôle fétiche, c'était peut-être le bon moment. Voilà. Et toi, Grégoire ? Il avait dit la même chose après Rocky 4, ça l'a pas empêché de faire 4 films suivants sur Rocky. Je veux juste Et de dire. préparer un Rambo. C'est vrai que après, je le connais moins sûrement que tout le monde, vu que je l'ai exploré sa carrière cette semaine en fait. Mais c'est vrai qu'il donne pas l'impression de se renouveler beaucoup. Non. Et les avis la seule chose que j'ai retenue des avis que j'ai pu lire sur le Creed 2, parce que je l'ai pas encore vu, c'est qu'il ressemble de plus en plus à sa marionnette des Guignols. Et je cite, c'était sur Le Monde, ça. Et c'est le truc le plus intéressant de l'article pour le coup. Pour boucler cette critique, Thibaut, tu avais une dernière chose à dire ? Non. Vu que l'heure tourne. Je cite French Phenom sur le chat qu'on salue. Qui trouve que lui qui a du coup vu le film et qui a un avis assez étayé dessus, il trouve que ce sont les moins bonnes fights de la saga, mais que l'idée d'exploiter le lien entre Victor et Drago était cool sur le papier mais pas exploité à fond, et que Stallone est sous-exploité. Il est très vocal sur Creed 2. Je pense que Phenom reste avec nous, tu auras beaucoup de choses à dire pendant le débat, à n'en pas douter. Avant justement d'aborder le grand débat sur Rocky, peut-être la musique iconique, une des musiques iconiques de la saga. Jonathan, tu veux l'annoncer ? Je te vois trépigner sur ton fauteuil. Eye of the Tiger du groupe Survivor. Très bien. À tout de suite. De retour dans Hyper League, votre cocktail de bulles et de ficelles, avec Titouan qui se balance à des Je me balance. Tu te balances, c'est très bien. Balance-toi. Je fais très fort aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ces de retour plateau aujourd'hui ? C'est n'importe quoi. On va se calmer tout de suite. Bon, les amis, on a pas mal à disserter sur les critiques et les news, donc on va être concis sur ce lancement. C'est l'heure du grand débat sur Rocky et la boxe au cinéma. $50 que j'ai raison. Je tiens le pari. On se sent visé. Je monte à $100. Alors, Rocky Balboa, grand héros du cinéma américain, grand héros de Hollywood. Je me tourne vers toi, Johan. Je me tournerai vers toi, Thibaut, ensuite. Comment est-ce que vous avez découvert Rocky au cinéma ? Je pense comme beaucoup de gens de notre génération, c'est-à-dire à la télé. C'est-à-dire un dimanche soir à la télé sur TF1, et c'était au moment de l'adolescence, et donc il y avait une rétrospective des 5 films, parce que c'était encore l'époque où il n'y avait que 5 opus de la saga, et je les ai tous regardés d'affilée, c'est-à-dire chaque dimanche j'ai suivi la saga au compte-gouttes. C'est une saga auquel j'ai très vite accroché, comme beaucoup de spectateurs, je suppose. Par contre, à l'adolescence, on aime un peu tous les épisodes, et puis avec le recul, on se rend compte ça décante. Que ça décante. Mais ça n'empêche pas que même les plus mauvais épisodes de la saga, comme les meilleurs, je pense que beaucoup l'ont écrit dessus, c'est-à-dire sont extrêmement liés au parcours de Stallone en fait. C'est-à-dire que chaque étape des films Rocky représente une étape dans la carrière de Stallone, que ce soit l'acteur qui se lance de rien dans le premier opus jusqu'à être l'incarnation du réganisme dans Rocky 4, jusqu'à tomber dans le 5, donc qui annonce toute la déchéance de sa carrière qu'il va avoir dans les années 90, jusqu'au comeback avec Rocky Balboa en 2006, si je me trompe pas, et après une espèce de passation via Creed en fait. Voilà.
Donc toi, oui, tu as découvert ça vraiment en tant que spectateur, En tant que spectateur, télévisuel. voilà, c'est ça. Ok. Et toi, Thibaut, Moi en salle en 76, 57 ans. tu étais déjà là. Très bien. non, mais moi j'ai pas, non pas la télévision, mais c'est un des films, on va dire classiques. Et quand tu étudies le cinéma, quand tu es dans ton adolescence, pareil comme Johan, que dans ta liste. Et puis un jour, j'avais dû le mettre sur mon ordi et j'ai regardé ça moins religieusement peut-être que toi, Johan, pas les 5 à la suite, mais je sais que je suis resté longtemps fixé sur le 1 qui est du coup fondateur, et puis le 4 qui est, on va dire, le plus impressionnant, on va dire, en termes L'apogée. Le Voilà. plus emphatique. le plus emphatique, avant de découvrir les autres 2, 3 et 5. Donc j'ai vécu longtemps avec ce 1 et ce 4 avant de compléter, notamment à l'arrivée du 6, avant de compléter avec les autres et de dire ah oui d'accord, effectivement, l'histoire a plus de facettes que je ne pensais. Alors, Johan, tu disais que Rocky est un peu le miroir déformant de Stallone, en tant que personne et dans sa carrière aussi. Est-ce qu'autour du plateau, vous seriez d'accord avec cette vision d'un Stallone qui se confond avec Rocky, ou est-ce que c'est peut-être un peu plus nuancé que ça? Non, ouais, tout Non. La ça- symbiose est totale. C'est assez évident. indissociable, Oui. hein. Oui. Même Stallone s'était battu pour jouer le rôle de. Parce que d'après ce que j'avais compris, c'est que c'est lui qui a écrit les scénarios de 6 Les 6. Les 6, ouais. Ouais. Et il a été réalisateur de 4 des films. Mhm. Et sauf qu'à l'origine, le studio voulait racheter son scénario et mettre. C'était qui? C'était Redford. Robert Redford. Robert ouais. Redford qui était qui était appelé pour faire le rôle. Et Stallone a bataillé pour que ça soit son rôle en fait et son alter ego finalement au cinéma. Enfin, il en a fait un autre avec Rambo aussi, Mhm. mais c'est vraiment indissociable entre les deux. Mhm. Oui, puis c'est vrai que c'est un parallèle de sa vie. Déjà de base, c'est sa vie. Il écrit sur sa vie en plus, donc forcément, c'est bien de jouer dans sa vie aussi. Et malheureusement, c'est aussi, c'est dans les deux sens, c'est que ça peut aussi, comme on le disait un petit peu avant, un peu l'enfermer aussi dans ce rôle-là et un peu de bad boy, voilà, Rocky. Jonathan. Après, l'avantage, c'est que oui, c'est inspiré de sa vie, mais pas que. C'est-à-dire qu'il reprend des éléments qu'il va retrouver, par exemple, d'un boxeur qui est réel. Je crois que c'était Rocky Graziano, je sais plus si c'est ça. le Ah, cas, voilà. En fait, c'est un peu double. Non, je te laisse. Vas-y, non, finir. au contraire, vas-y, parce que moi, je suis pas expert. Donc, Non, mais c'est qu'en gros, tu avais effectivement Pourquoi t'es là alors un peu une double genèse, c'est-à-dire que d'un côté, tu avais le match entre Chuck Wepner et Voilà, c'est Mohamed ça. Ali en quelle année? Je n'ai plus l'année en tête, 75, si je dis pas de bêtises. c'est le déroulé du match qui 24 ressemble à 24 celui mars qui est dans- 75. Merci Grégoire. Merci Grégoire. Oh là là. Grégoire, tu veux finir ma phrase? D'un côté, il y avait le match entre Ali et Wepner qui a d'ailleurs inspiré le moment où La fin de Rocky 1, en casse fait, le hein. nez de Stallone pendant le combat. Et D'accord. d'un autre côté, il y avait attends, t'allais mentionner quoi? Ah oui, Somebody Up There Likes Me, Tout qui à est la fait. version anglaise de Marqué par la haine que tu détestes comme traduction, qui Oui. est un film réalisé par c'est une traduction dégueulasse. Robert Wise et qui est sorti en 56 ou 56 je crois. Je n'ai plus la date en tête. Qui suit les traces de Rocky Graziano qui avait été champion du monde des poids Ouais. moyens en Mhm. 1947. Personnage qui est sur un poster dans la chambre de Rocky. Donc Absolument. voilà, dès le départ, il lit son destin un Voilà. peu à l'histoire du cinéma, ce qui est assez Et intéressant. d'ailleurs, il y avait un parallèle entre les deux noms parce que le Rocky Graziano c'est son nom, c'est son nom de scène, mais le vrai nom c'est Rocky Barbella qui ressemble Balboa. à Balboa. Voilà. Rocky Marciano, pardon, le dit Phenom, effectivement. Mais Rocky Graziano, c'était le nom du personnage dans le film. D'accord. Voilà, il y avait une espèce de romantisation. Voilà, c'était romancé, bref. Les amis, on a également on a un axe du débat de zéro en héros, peut-être qu'on peut avancer dessus. Voilà, on l'a déjà dit un peu, Rocky, c'est du 1 au 4, une success story qui devient une espèce de grande emphase sur le rêve américain. Comment est-ce que vous trouvez que Stallone a amorcé ce virage-là? Est-ce que pour vous c'était naturel ou est-ce que c'est le contexte qui a pesé sur l'évolution des films? Parce que du premier Rocky, qui est un film d'auteur, au 4, que beaucoup considèrent comme un nanar, voilà, volontairement, je caricature. Voilà, est-ce que pour vous cette évolution était logique? Moi j'ai envie de rebondir sur ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire que pour revenir sur ce qu'on disait avant, effectivement Stallone c'est dans l'esprit de beaucoup de gens Rocky et Rambo, mais c'est effectivement Rocky avant tout, parce que Rocky c'est 76, c'est son premier grand rôle. Avant il a, on va dire, peu de rôles et peu d'existence au cinéma en termes d'actorat, et en plus c'est un héros qu'il écrit.
lui-même. Donc forcément, il se met dedans et il va, comme Rocky va être un succès assez phénoménal, Oscar, etc. Il est nommé aux Oscars d'ailleurs, comme meilleur acteur. Le film a des Oscars. C'est meilleur film devant Network et Les Hommes du Président. Ce qui est quand même non négligeable. Et du coup, effectivement, ce gros succès-là va forcément les deux lignes, on va dire, de vie du personnage de Rocky et de l'acteur scénariste, artiste Sylvester Stallone vont forcément se refléter. Ça va être forcément un jeu de miroir. Donc on va voir que dans Rocky 2, quand Rocky va, on va dire, succomber au miroir des alouettes et puis répondre aux cris de l'argent, à la gloire et tout ça, on voit que c'est clairement ce qu'a vécu Sylvester Stallone à Hollywood à cette période-là. Donc forcément, il va tout le temps y avoir ce dialogue entre ce personnage et cet acteur. Très bien résumé, Thibaut. Et merci, au revoir. Non, excellent. Je rajouterais peut-être juste un dernier truc, c'est-à-dire que l'emphase, c'est-à-dire comment une saga qui était partie d'un petit film intimiste a pu devenir la caricature que l'on connaît avec le 4. C'est-à-dire que à une époque, Stallone il disait qu'il devenait de plus en plus mégalo. Il résume son problème avec ça à l'époque de Rocky 4. Il dit: j'étais persuadé à l'époque que je pouvais dire d'adapter l'annuaire téléphonique et que j'en ferais un chef-d'œuvre. Ah ouais, pour vous donner la mégalomanie du bonhomme. Donc à l'époque, il a eu énormément de regrets par rapport à ça, parce qu'il disait qu'il avait tué littéralement son personnage et tout, et qu'il s'était enfermé lui-même dans une caricature en fait, qui avait été repris partout dans le monde. Tu parlais tout à l'heure de l'article du Monde qui comparait son jeu à celui de la marionnette des Guignols. Et en fait, s'il y a une anecdote qui est connue, c'est-à-dire que lorsqu'il était venu refaire la promo de John Rambo, donc un des films qui a relancé sa carrière, l'équipe de Canal lui avait proposé voulait lui offrir sa marionnette des Guignols. Et il avait refusé, il n'était pas venu à l'émission justement parce qu'il avait conscience de ce que ça lui renvoyait à la gueule. Et il l'avait très mal pris. Et aussi, ce qui est intéressant pour terminer, c'est que paradoxalement, c'est peut-être plus que John Rambo, c'est le personnage sur lequel il y a eu une emphase publique beaucoup plus importante en fait. C'est-à-dire que je pense pas que Rocky Balboa aurait été tel si l'attachement pour le premier Rocky n'avait pas eu lieu en fait. Oui, donc c'est-à-dire que c'est vraiment pardon Thibaut, tu voulais réagir? Non, je veux pas prendre la parole. Pardon, parce que tu me faisais signe tout à l'heure. Voilà, sans doute après, mais très bien. Je pense qu'il faut bien l'ancrer aussi dans une culture qui est particulière, qui est celle des États-Unis, parce que donc tu l'as évoqué rapidement, mais il est quand même et la figure de Rocky et la figure de Stallone est quand même associée au mythe The American Dream, et aussi le côté From Rags to Riches, qui est le mythe du self-made man qui va partir de rien et qui va s'élever petit à petit, gravir les échelons. À la seule force de ses points, en l'occurrence. En cassant des gueules, disons-le. Mais c'est une culture qui est vraiment particulière. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu l'attachement aussi au début, dans le tout premier, au personnage de Rocky. C'est que tu regardes ce pauvre Pecno qui sait pas quoi faire de sa vie et qui est dans sa chambre avec un débardeur blanc et un pantalon, et en fait c'est sans stigmatiser, en fait tu peux t'identifier à lui. C'est un peu tout le monde a son, c'est un personnage qui parle à tout le monde, qui va parler à tout américain qui partage qui a cet imaginaire partagé, et derrière c'est plus facile de s'identifier parce qu'il va reprendre des thèmes universels qui vont encore une fois s'inscrire dans une culture qui est plus large. Exemple 85 Rocky 4 avec le discours d'apaisement, des tensions entre les... quand on connaît Stallone qui honnêtement a fait des bons Rocky mais qui sait pas aligner deux mots et qui à mon avis n'a jamais étudié un cours de géopolitique sur la guerre froide, se met lui-même en scène en tant que un peu personnage qui va résoudre à lui tout seul une guerre séculaire entre les deux entités qui sont l'URSS et les États-Unis. Mais justement, est-ce que justement il n'est pas conscient de la récupération dont il est l'objet en pleine des années Reagan, et justement il la pousse à fond pour faire de son personnage disons un héros épique. C'est-à-dire c'est littéralement avant c'était l'icône, le symbole de la réussite qui conditionne la réussite des autres au sein de la société, et maintenant ça devient le héros qui porte le destin de la cité sur ses épaules. C'est une évolution qui est logique, mais est-ce que, à mon avis, il est conscient de ça? Mais bien sûr, mais il a dû se rendre compte que de toute façon, la seule chose qui marchait pour lui, c'était se mettre en scène dans des blockbusters, dans des films qui sont un peu
brutes, quoi, qui sont efficaces, qui ont une formule efficace, qui ne vont pas être des grands films. Après, oui, Thibaut. Non, mais après, je trouve dur peut-être avec l'homme Stallone parce que ce que j'allais il y a une part d'intime dans le personnage de Rocky Balboa qu'on oublie trop souvent. C'est que Sylvester Stallone est un Italo-américain. Rocky Balboa, c'est le film d'un Italo-américain, donc au milieu des années 70, à une époque où cette génération-là, elle est encore mal vue, et etc. Et c'est une saga qui est marquée par son italo-américanisme et qui, je vous rappelle, c'est une saga qui commence quand même par un plan de Jésus qui se recule sur un box de ring, donc par une culture, par une religion, par la famille, par des valeurs qui sont intrinsèques à Stallone parce que sa culture aussi d'italo-américain, donc c'est un personnage extrêmement intime aussi, même s'il a été effectivement broyé, comme tu l'as dit, par les rouages. Rappelons, avant de te donner la parole, Jonathan, que à l'origine on lui avait refusé d'être figurant dans Le Parrain, et qu'à terme on lui a proposé de réaliser Le Parrain 3 quand Coppola pouvait pas le faire. Donc en termes de, effectivement, de la façon dont ça se télescope avec la représentation des Italo-Américains à Hollywood, ça se pose là. Jonathan, tu voulais rebondir? C'est surtout qu'en fait Stallone, à cause de Rocky et de Rambo, se tape une réputation de bourrin, on parlait un peu de ça, alors qu'en fait c'est quelqu'un quand même assez cultivé, je crois qu'il est même chevalier des arts et des lettres en France, et en plus finalement ces films, les Rocky, alors on peut demander est-ce que ce sont des films de boxe, c'est pas des films où la boxe ou le combat lui-même est le plus important, ce que souvent on retient des Rocky, c'est les tirades, les dialogues, l'œil du tigre, c'est aussi une réplique dans Rocky. C'est une romance, le premier, c'est une romance. Voilà. C'est un vrai mélodrame, c'est un vrai mélodrame à la Frank Capra, c'est vraiment ça. Et en plus, moi je sais que la tirade dans Rocky Balboa, elle me donne toujours des frissons parce que tu te dis, mais ce personnage-là a pas compris la vie, mais en tout cas a compris quelque chose d'important, et c'est ce genre de leçon de vie, c'est vrai que ça fait un peu pédant, mais c'est ça que des fois, moi c'est ça qu'on peut tirer aussi de certains Rocky, pas tous c'est sûr, mais c'est plus que ce que ça en a l'air au départ. C'est pour ça aussi, je pense que déjà la saga peut se poursuivre, et aussi qu'elle reste dans l'état d'esprit, dans l'esprit général, quoi. C'est vrai qu'on oublie souvent que c'est quand même lui qui a tout écrit. Donc pour écrire des beaux trucs, faut pas être con, quoi. Et il en a réalisé 4 un auteur. Juste terminé, puis de mon côté, c'est dire qu'il fallait pas oublier qu'à l'époque du premier Rocky, on le comparait beaucoup on pensait que c'était un acteur Stallone qui n'allait pas s'en faire une film d'action. On l'y voyait en héritier de Marlon Brando ou d'Al Pacino. On le comparait beaucoup à ça, et même lui en avait conscience à l'époque. C'est que c'est simplement ces mauvais choix de carrière qui ont fait que. Et c'est vrai qu'effectivement, comme tu dis, il y a cet aspect leçon de vie, mais qui fait pas, comme on dit aujourd'hui, inspirational speech. C'est-à-dire que quand tu vois les Rocky, les meilleurs opus de la saga, donc le 1 ou le Balboa, c'est que c'est des films qui visent juste. C'est-à-dire parce qu'en plus ils sont ancrés dans un réalisme qui font que tout de suite tu accroches tout de suite au personnage, etc. C'est des films qui sont très bruts de décoffrage, j'ai envie de dire. Donc ce qui fait qu'on a vraiment l'impression de quelqu'un qui est sincère vis-à-vis de lui-même et qui en fait se transcende par ça, en fait. Et c'est en ça que c'est des films qui, je pense, sont marqués bien au-delà du contexte américain, en fait. C'est devenu une sorte d'icône universelle de l'espoir. C'est un personnage très incarné, un style de film très incarné, avec des enjeux proches du public et qui ne triche pas dans la façon de les formuler à l'image et dans les dialogues. On va rester sur cette note, car ça permet de faire une bonne transition avec un certain édito qui se trouve après la pause musicale, vous me voyez venir. Les amis, on va s'écouter Lose Yourself de Eminem, indirectement lié au monde de la boxe. Vous verrez où on se dirige dans la deuxième moitié du débat. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, où tout le monde se dandine pour cette reprise, c'est fantastique. Les amis, on a parlé en première partie de débat de Stallone, on a parlé de Rocky, on a parlé de la façon dont l'un se télescope avec l'autre et avec le destin de Hollywood à travers les décennies. On va se recentrer un peu sur l'héritage, sur la trace qu'a laissé le personnage dans l'industrie du cinéma et par-delà l'industrie du cinéma, et à commencer par l'industrie du manga et de l'animation et la façon dont peut-être un héros l'a précédé. Joe Yabuki, héros du manga Ashita no Joe. Et on va regarder l'édito signé Pierre tout de suite. Demandez à n'importe qui autour de vous le nom de fiction, il y a de très grandes chances que l'on réponde Rocky Balboa. Grand succès à sa sortie en 1976, le boxeur désabusé de John G. Avildsen a muté au fil des années pour devenir une véritable icône de la pop culture. Toutefois, posez la même question au Japon et un autre nom que vous connaissez sans doute moins risque de ressortir. Et non, il ne s'agira sûrement pas de Hippo, du manga éponyme aux plus de 100 volumes et toujours en cours de George Morikawa, mais de Joe Yabuki de Ashita no Joe. Démarré en 1968 dans le Weekly Shonen Magazine, Ashita no Joe raconte l'histoire d'un jeune vagabond nommé Joe Yabuki. Orphelin et sans domicile fixe,
Il vadrouille au hasard jusqu'au quartier des Doya où il rencontre Danpei Tange, ancien coach d'un club de boxe. Rêvant de retrouver sa gloire d'antan, Danpei remarque le potentiel prodigieux de Joe et décide d'en faire un boxeur. Mais suite à un délit, Joe est incarcéré à la prison pour enfants où il y rencontre Toru Rikishi, nouveau prodige de la boxe qui deviendra son éternel rival. Ashita no Joe rassemble deux monstres du manga de cette époque, pourtant peu connus dans nos contrées. D'un côté, Tetsuya Chiba, dessinateur habitué aux mangas sportifs et qui publiera plus tard Notari Matsutaro et Orewa Teppei. De l'autre, on a le défunt Asaki Takamori, exerçant ici sous le pseudonyme Iki Kajiwara, qui à l'époque travaillait déjà en même temps sur deux futurs classiques, Tiger Mask et Kyojin no Oshi. Ashita no Joe adopte la structure d'un manga sportif tout ce qu'il y a de plus classique. On y rencontre des adversaires de plus en plus forts, des entraînements insurmontables, des combats où celui qui aura le sang le plus bouillonnant ressortira vainqueur. Toutefois, le manga va plus loin en y incorporant un propos politique en phase avec son temps. Rebut de la société d'un Japon d'après-guerre qui refuse de lui donner un avenir, Joe cherche à percer dans le milieu de la boxe. Y voir une forme de soumission sera trompeur, car il n'y a pas plus anticonformiste que Joe. Par son ascension, le boxeur affichera aux yeux du monde entier sa rage et sa soif de liberté sans fin, une passion qui touchera le cœur d'innombrables Japonais. Avec plus de 16 millions d'exemplaires vendus dans l'archipel, Ashita no Joe est certes un succès commercial, mais ça ne s'arrête pas là. Le mercredi 24 juin 1970, le poète et dramaturge Shuji Terayama lance un appel. Des centaines de personnes de la classe moyenne se déplacent pour rendre un curieux hommage. Sur place, un moine, des encens et un ring de boxe est utilisé comme lieu de cérémonie pour les funérailles d'un des personnages majeurs de la série. Les auteurs, convoqués pour l'occasion, n'en reviennent pas. En cette fin des années 60 où le Japon a lui aussi connu une période de révolte étudiante, les jeunes avaient trouvé en Joe Yabuki un symbole. Quelques jours auparavant, des membres de la fraction armée rouge japonaise munis de sabres et d'une bombe détournent un avion en direction de la Corée du Nord. « Nous sommes Ashita no Joe !» s'écrie-t-il. Le message est lancé. L'effervescence est telle qu'en 1973, ce sont les autorités qui font pression auprès des auteurs pour mettre fin prématurément au manga. Le phénomène Ashita no Joe est en son temps l'effet d'un véritable raz-de-marée dont on sent encore les houles de nos jours. Outre son impact politique, le manga a également largement contribué à poser de nombreux codes du shonen dit Neketsu. Que ce soit George Morikawa, Masami Kuramada ou encore Naoki Urasawa, c'est aussi toute une vague de grands auteurs qui reconnaissent qu'Ashita no Joe a influencé leur vocation. C'est aussi par milliers que se comptent aujourd'hui références et clins d'œil à l'œuvre dans la culture japonaise, que ce soit par un contre-croisé bien placé ou encore la fameuse pose assise tête baissée souriante de Joe. Quand on fait le bilan, on comprend pourquoi cette figure du boxeur rebelle orne aujourd'hui le centre du Weekly Shonen Magazine pour l'édition de son 60e anniversaire. Plus qu'un manga de boxe ou même une icône de la pop culture, Ashita no Joe est un cri rassemblant les gens, une capsule temporelle traversant les âges et dont la pureté et la férocité restent intactes avec les années. En Italie, la série est renommée Rocky Joe, comme une façon de croiser les deux légendes. Une chose est sûre, les boxeurs de G. Avilsen et du duo Chiba Kajiwara ne cesseront d'être une source d'inspiration pour les années et sûrement encore les siècles à venir. Et on remercie Pierre pour cet édito et on remercie également la revue Otomo qui l'a hautement aidé à préparer ce magnéto. Voilà, on espère que ça vous a plu autour du plateau. Je sais que vous l'avez vu en amont. Le fait de le revoir vous a peut-être fait germer 2-3 idées. Ah, c'est très très bien. Tu as entendu Pierre. Hein. Donc Thibaut, voilà, Rocky, Joe. Deux héros de la classe prolétaire, peut-être, de figures du succès un petit peu antagonistes. Ouais. Pourquoi la boxe canalise-t-elle autant l'imaginaire du succès, de la réussite et du dépassement de sa condition au cinéma ? Bah, tu l'as dit, parce que c'est un sport qui peut être pratiqué par tout le monde sans grand chose, sans beaucoup de. T'as pas besoin d'un golf, t'as pas besoin d'un grand espace, t'as pas besoin de se battre, on va dire, avec ses poings. C'est, on va dire, quelque chose qui peut être de la rue. C'est de la rue. D'ailleurs, c'est pas étonnant que Rambo 5 se termine dans un combat de rue. Véritablement, c'est Rocky ou comme Joe ici, c'est des héros qui sont en galère, qui ont sans le sou et on va dire leur bataille sociale, leur lutte sociale va se traduire en lutte physique sur un ring. On va dire que c'est une métaphore un petit peu simple, mais qui parle à tout le monde pour le coup. Et en plus, c'est vrai que la boxe, à n'importe quel moment, tu peux te retrouver en gagnant un combat, tu peux te retrouver champion du monde, quoi. Oui, c'est vrai qu'on le voit même dans Creed 2 qu'on vient de voir.
ou même on le voit très bien aussi dans $1 Million Baby où elle arrive de nulle part et elle gagne un combat et au final les seuls challengers qu'elle peut avoir après c'est genre la championne d'Angleterre et tout et elle se retrouve propulsée en 2 combats sur le devant de la scène et d'un seul coup t'es une superstar et voilà. Ouais. Grégoire, il y a plusieurs arguments aussi qui facilitent la mise en scène dans le sens où d'une part t'as le côté héroïque qui est inhérent à cette discipline puisque si on regarde en termes de pratique pure, mais Rocky a choisi de pas avoir de garde et d'encaisser des coups avant de lâcher un uppercut dévastateur et de gagner le titre. Et ce côté, cette image du héros qui peu importe ce qui lui arrive baisse pas les bras et va littéralement se faire déglinguer dans la plupart des cas et finir par y aller au courage et au talent. Et après il y a une autre, et ça c'est plus un avis personnel en réfléchissant sur cette sensation, c'est quand tu regardes un combat de boxe, c'est assez manichéen comme vision. T'as toujours la personne à qui tu t'identifies, que ce soit un héros qui gagne ou qui perde, t'as toujours ce choix entre la personne à laquelle le réalisateur veut que tu t'identifies et puis l'autre. Et ça c'est un truc qui parle à tout le monde parce qu'on est tous en fait, depuis qu'on est tout petit, dans une réflexion de il y a moi et il y a les autres. Et en fait elle est portée à son paroxysme sur un ring de boxe. Quand tu regardes un combat de boxe, encore plus que dans le cas où tu suis un match de foot de ton équipe favorite ou autre, tu as envie que le sportif que tu suis, en plus il encaisse des coups, il va au devant du danger, donc tu te dis ouais il mérite vraiment de gagner et tu vas à fond pour le coup. Donc pour toi la boxe c'est en termes de mise en scène c'est un élément de caractérisation qui est extrêmement utile et extrêmement efficace. Ah ouais, je pense que ça joue beaucoup dans la tête d'un réalisateur, c'est où il se dit ouais voilà je vais faire vibrer le spectateur de telle manière via cette discipline. Jonathan ? Oui, très rapidement, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, c'est plus facile de montrer quand on est, je pense en tout cas réalisateur, de montrer par exemple quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui les questionnements ou tout ce que peut ressentir un boxeur en train de combattre, c'est plus facile que par exemple un tennisman, un footballeur ou autre chose. Golfeur, ouais. C'est possible. Golfeur. Oh là là. Il y a eu des films sur le golf, il me semble. Oui, mais c'est un peu moins, on va dire. Et en plus, c'est vrai que c'est un sport qui est violent, mais dont la violence est plus ou moins acceptée, qui est plus ou moins entre guillemets policée, donc Toléré, ouais. voilà, toléré. Si tu veux, ça saigne beaucoup, c'est très spectaculaire quand même, de rien. Et pourtant, c'est plus ou moins accepté ou plus ou moins toléré. Bah ce qui est intéressant, c'est que c'est un sport qui fait rêver des réalisateurs à travers la décennie. On a parlé de Nous avons gagné ce soir en antenne. Il y avait également $1 Million Baby. En plateau, on a Raging Bull, on a forcément Rocky, pas mal de choses, The Fighter aussi. Voilà, c'est quelque chose qui est effectivement assez pictural, assez visuel. Titouan, tu voulais peut-être rebondir là-dessus. Ouais, comme tu le disais juste avant, c'est vrai que c'est un sport qui est spectaculaire, donc ça te permet de faire des choses spectaculaires en mise en scène, sur plein de choses. Voilà, tu peux, comme je disais tout à l'heure, Raging Bull, ils ont passé des centaines d'heures à taper des morceaux de chair pour avoir le son qui rendra la chose la plus organique, la plus dégueulasse. Le film est vraiment il y a des fois il est juste hardcore pour être hardcore là, quand le sang il se jette sur le public. Raging Bull, c'est d'une violence par exemple. Et on sent que la boxe permet de faire ce genre de choses. On le disait aussi avant, ça te permet aussi de faire ressentir beaucoup de choses à travers les personnages. Mais surtout, je pense que le plus important, c'est que c'est aussi un prétexte pour faire autour un film, parce que encore une fois, la boxe n'est pas en avant en fait dans un film de boxe. C'est un prétexte pour te faire ressentir des choses, pour te montrer des choses, pour montrer comment tes personnages évoluent et surtout qui sont tes personnages en fait. Ça en dit long sur les gens juste en un combat. Et pour revenir à ce que disait Pierre dans son édito justement, la boxe c'est un symbole d'autre chose. Et donc pour le coup, on voit quand même à travers le cinéma que la boxe est souvent liée au milieu du crime, au milieu des... Ah oui, voilà, même actuellement. Voilà, c'est des marginaux qui réussissent à être acceptés par la société et à s'y intégrer à terme. Johan c'était pour dire ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a un film qui montre très bien l'envers du décor, c'est justement le film de Wise, Nous avons gagné ce soir, et je pense que c'est un film, on aurait pu en citer d'autres, parce que c'est vrai qu'on aurait pu parler de, comme tu disais, tous les grands cinéastes qui ont mis, Visconti avec Rocco et ses frères, Charlie Chaplin en a fait une très célèbre scène dans La lumière de la ville. Mais ce qui est intéressant dans le film de Wise, comme dans Gentleman Jim de Raoul Walsh avec Errol Flynn, c'est qu'en fait c'est l'aspect microcosme de la société qui a autour, qui se réunit justement tous les soirs pour voir les matchs de boxe. Et je crois que c'est ça aussi qui est intéressant avec la boxe au cinéma, qui doit fasciner les réalisateurs, c'est que c'est un peu comme un microcosme de toute la société qui vient assister à un match en fait, qui juge deux individus en fait.
Et je pense que visuellement, il y a aussi un truc qui est intéressant, aussi bien d'ailleurs au cinéma que quand tu regardes un match de boxe à la télé ou en photo même, c'est que c'est une scène qui est très épurée au final. C'est-à-dire que tu as la pièce qui est dans l'ombre absolue et tu as juste ces deux individus qui sont sous la lumière en fait des projecteurs, un peu comme s'ils étaient soit on va dire sur une pièce de théâtre un petit peu, ou même devant un procès en fait. Et c'est vrai que ça donne un enjeu qui est direct et très fort en fait. On pourrait dire effectivement un peu manichéen, mais c'est vrai qu'en termes d'identification, c'est là où ça fonctionne le mieux. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, on peut carrément aller plus loin. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est pas une mise en abîme du cinéma lui-même, avec une salle obscure, avec un public qui est assis et qui regarde pourquoi justement pas des personnages qui sont les seuls éclairés en tout cas. Et justement, est-ce que finalement le fait de filmer la foule qui regarde un match de boxe n'est pas une manière aussi d'interpeller le spectateur, notamment dans Nous allons gagner ce soir, une façon d'interpeller le spectateur dans son rapport qu'il a au film. C'est ce que tu vois justement je vois de quel moment du film tu veux quand parler. Il mange des pop-corn ou quand même il se lève quand il limite, tous, surtout quand il limite. Et ça c'est Et dans Rocky 5 aussi on a ça quand il frappe et dans Gentleman Jean aussi, c'est-à-dire cette idée, je pense que c'est là où ça fonctionne au paroxysme, c'est le spectateur qui met des points en fait. Donc ça joue avec nous-mêmes en tant que spectateurs qui regardons le match. Et c'est vrai qu'effectivement il y a un truc qui revient souvent dans les films de boxe quel qu'il soit, c'est cet aspect justement très viscéral qui fonctionne comme un crescendo musical quelque part. C'est-à-dire ça devient de plus en plus rythmé, même dans le montage, dans les coupes, dans les films de combat, dans les combats qui sont filmés, et en fait jusqu'à ce que tu te lèves, tu as envie de crier, le plus souvent ça fonctionne comme ça. Sauf dans Raging Bull justement, qui fonctionne un peu comme un inverse, puisqu'il est centré sur la personnalité dépressive de Jack LaMotta, donc le procédé n'est pas tout à fait le même en fait. Et un peu psychopathe aussi. Un peu psychopathe. Disons-le, voilà, à minima. C'est De Niro. Non, mais pour rebondir sur ce que Yann disait, effectivement, pour des réalisateurs, c'est du pain béni entre guillemets. En tout cas, c'est une structure qui est intéressante, un match de boxe, parce que comme tu l'as dit, il y a cette idée du cinéma, du spectacle, etc., etc. Et en plus, en général, les matchs de boxe, en tout cas les films de boxe modernes, c'est souvent des films qui sont en rapport avec l'audience et le combat, et souvent par rapport entre le combat et le combat interne du spectateur. C'est que t'as une dichotomie entre effectivement la personne qui est dans sa tête, sa lutte interne, et la lutte externe, on va dire, qu'il a. On le voit d'ailleurs, plus ça avance dans les Rocky, plus t'as des flashbacks, t'as des batailles, t'as lui qui essaye de se rappeler des choses. Donc en termes de langage et de grammaire cinématographique, c'est du pain béni pour les réals. C'est en fait les matchs de boxe vont permettre à certains points du film de donner des climax sur certains moments qu'ont les personnages au niveau de leur psychologie. Et de faire se télescoper des éléments voilà, intimes. On le voit très bien dans Rocky IV quand Apollo Creed meurt. Voilà, il y a un match de boxe, il se passe ça. Derrière, tu sais qu'il va y avoir un match de boxe. Tu te doutes un peu de l'issue du combat, mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'est-ce qu'il en ressort. Rocky, il est détruit de l'intérieur. Il le dit d'ailleurs dans Creed 2, il a dit: ne fais pas ce combat, il y a des choses qui se sont brisées à l'intérieur de moi, qui sont jamais reconstruites. Et c'est assez important de voir ça. Et d'ailleurs dans Creed 2, il se passe à peu près la même chose. Mais tout ça pour mettre en avant la personnalité du personnage. Comme tu dis, c'est un peu du pain béni. Quand t'as ça dans ton film qui est assuré, c'est nickel. Jonathan. Oui, et je pense que c'est aussi pourquoi ça explique pourquoi ça se prête aussi bien au manga, à l'anime avec Ashita Nojo et Hajime no Ippo, parce que justement comme c'est très interne, que ça permet en plus de faire énormément de retours sur ce que pensent les personnages, etc. C'est pratique quand tu fais des shonen d'avoir justement à tel moment, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire, je dois me battre pour tous mes amis, voilà, les flashbacks justement, mais voilà, tout ce qui est, c'est ce que tu disais, des lames internes en plus du combat externe qui se passe, c'est vrai que ça se prête d'autant plus, alors justement au film, mais aussi ça aussi, au manga, au dessin, à l'anime, et même en général je pense au fait de raconter des histoires, au storytelling entre guillemets. Et puis surtout ce que les personnages incarnent, parce qu'on l'a dit, Rocky incarne la réussite du rêve américain, Joe incarne plutôt l'échec du rêve japonais, de la reconstruction, parce que lui c'est plutôt une reconstruction anti-impérialiste, anti-américaine, disons plus sociale que libérale, qu'il incarne, avec notamment son obsession de l'argent que je vais gagner, je vais m'en servir pour construire des écoles et des hôpitaux. Et puis c'est un rebelle en plus, voilà, et puis en plus qu'un Rocky par exemple. Bien sûr, c'est beaucoup plus un héros picaresque que Rocky, qui est plutôt un good working class hero, justement. Enfin voilà, disons que la boxe permet de télescoper entre un personnage et la politique différents enjeux. Grégoire, je te voyais, t'as envie de réagir? C'est même d'une manière générale, c'est aussi, alors comment dire,
mis en évidence dans la boxe à un niveau qui est incomparable dans d'autres disciplines, mais je pense que c'est aussi représentatif d'une manière générale de ce qu'on peut ressentir dans le sport. Pour reprendre ce que disait Johan à l'instant, le phénomène par lequel s'identifient les spectateurs lors d'un combat de boxe, ça porte un nom, c'est la catharsis, c'est un nom qui est évoqué dès l'Antiquité grecque et qui explique en gros le spectateur purge ses passions, il plaque ses passions sur le sportif et sur le combat qui a lieu. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres disciplines comme le foot, et encore une fois si on le remet dans le cadre de la culture américaine qui est assez particulière et qui voit le sport notamment comme le prolongement de l'épanouissement personnel. Je veux dire, tout américain lambda qui a réussi et qui s'est épanoui va faire du sport. C'est l'imaginaire, c'est ce que veut l'imaginaire partagé. On va avoir ce phénomène dans d'autres disciplines que la boxe. On peut le voir, je pense, après, on peut le voir notamment avec le foot US. Ouais. Quand même un esprit sain dans un corps sain et des corps sains pour une société saine. Je pense que ça marche mieux pour la boxe parce que comme tu le disais, il y a que deux gars quoi. Il y a un gentil et un méchant quoi. C'est ça, on s'identifie pas à tous une équipe. On se dirige vers la fin du débat et je pense qu'on pourrait se recentrer un petit peu sur le personnage de Creed dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, hormis pour la critique. Est-ce que pour vous Creed, l'héritage de Rocky Balboa est une bonne incarnation justement du legs de ce que laisse Rocky derrière lui? Est-ce que pour vous, Creed interroge de la bonne manière ce que laisse Rocky au cinéma? Est-ce que par exemple Creed est un nouveau Rocky? Est-ce qu'il peut y avoir un nouveau Rocky au cinéma? Est-ce que le cinéma est propice à ce genre de personnage? Moi j'aurais envie de dire... tu as l'air partagé Thibaut. Non, en fait, pour moi Rocky c'est un film fondateur. D'ailleurs on le voit parce qu'il a transpiré les training montage, c'est comme Le Parrain, c'est comme Star Wars, c'est un film fondateur. Donc on peut pas refaire un Rocky tel quel, c'est pas possible. Par contre, comme on l'a dit avant, Rocky c'est le film d'un Italo-américain, donc c'est logique que quand Creed c'est le film d'un Afro-américain, c'est logique que le Creed est censé être logique là, donc une continuité, on va dire qu'il y a une continuité qui est cohérente et qui est cohérente et qui prend tout son sens, donc oui on va dire que c'est son digne successeur. Par contre refaire un Rocky tel quel, non, c'est pas possible. Par contre, dans ce sens-là, c'est une bonne suite et c'est une bonne passation. Je pensais surtout à des personnages publics qui pourraient justement marcher dans les pas de Stallone, incarner un peu cette espèce de grand personnage. Ils ont compris la formule Rocky, je pense, notamment là, avec Creed 2. C'est vrai qu'on voit qu'ils comprennent scénaristiquement, la structure de comment ça marche, aussi au niveau de la musique, tout ça. Donc, ils savent comment faire les mêmes films. Maintenant, est-ce que le personnage de Creed aura la même portée que celui de Rocky? Ça paraît difficile à dire dans un contexte qui est d'autant plus saturé de personnages, de héros, etc. Mais c'est quand même ils ont compris la formule, ils ont compris le message aussi, je pense. On aura peut-être la réponse dans le 3e, justement, que va devenir Creed sans Rocky? Et là ce serait intéressant. Après ce qu'on parlait, ce qu'on disait sur les personnages, ils apportent toujours un peu leur histoire. Là c'est un peu plus récent, ça veut dire que ses soucis c'est que malheureusement sa femme est sourde, il va avoir un enfant, il y a des questionnements, c'est difficile d'avoir un bébé, surtout quand t'es boxeur et que tu te fais casser la gueule littéralement, que tu dois aller à gauche à droite, il y a plein de questionnements plus actuels mais qui sont toujours et c'est plus nuancé dans la c'est toujours correct en fait dans sa façon de faire par rapport à justement à un Rocky qu'aurait pu avoir avant. C'est juste que les mentalités ont changé et la société a changé aussi. Mais je pense que comme tu disais, il semble plus conscient que pouvait être le personnage de Rocky Balboa. Rocky Balboa il était peut-être un peu naïf ou un peu peut-être il est plus conscient parce qu'il y a Rocky aussi qui l'aide. Dans le premier et dans le deuxième, il lui dit à chaque fois fais pas ça, j'ai fait les mêmes erreurs que toi, le fais pas. Tout comme Mikey aidé. Tout comme effectivement. Dans le 2 et un peu 3 aussi. Et toi, Johan, est-ce que l'héritage de Rocky est ouvert ou est-ce que c'est le héros d'un temps révolu? Je pourrais pas dire mieux que ce que vous avez dit. C'est vrai en plus. Après le prochain Rocky il va. Ce qui est drôle, c'est que là il y a eu Rocky qui est arrivé à une époque certaine et on le sentait pas venir. Et je pense qu'à un moment donné, t'as un film qui va arriver, qui va parler à énormément de personnes et qu'on n'aura pas vu venir, comme Rocky l'a fait en son temps. C'est exactement ce que je voulais dire. À ceci près que je pense pas que ça soit. Je vois des fleurs qui sont au-dessus du plateau là. Ce qui est important encore de souligner, c'est que Rocky, on peut pas y en avoir deux parce que c'est un fondateur. Donc ça, il pourra pas y avoir deux fondateurs. Et juste, je pense pas que par exemple Michael B. Jordan puisse être l'héritier de Stallone, dans le sens où il y a des arguments contre. Je veux dire, tu vas pas avoir un héritier de.
vas pas avoir quelqu'un qui va devenir une icône de Stallone en ayant marché dans ses pas aussi pendant plusieurs années. Je veux dire, c'est pas possible. Après, c'est pas ce qu'il veut. C'est pas ce qu'il veut, mais s'il doit y avoir parce que nouveau Rocky implique nouveau Stallone et nouveau Stallone implique nouveau Rocky, voilà. Ça serait une personne on verra pas, on la verra pas venir en fait, on s'y attendra pas. Et peut-être s'agit-il, alors là je m'avance un peu, je place mes billes, mais d'un film qui est en face de toi, d'un jeune réalisateur canadien qui s'appelle Damien Chazelle. Whiplash, on l'a pas forcément vu venir celui-là. Ouais, c'est vrai que pour le coup c'est un film qui reprend une structure à la Rocky, avec ce dernier acte qui n'est pas sur un ring de boxe mais sur une scène de théâtre, sur une scène de spectacle. Donc tu vois, on l'a peut-être pas vu venir et c'est peut-être la meilleure variation de Rocky qu'il y a eu dernièrement, parce que personnellement moi je me remate les 20 dernières minutes assez régulièrement pour prendre confiance en l'humanité et le cinéma. C'est beaucoup plus ambigu qu'un Rocky par contre. Oui, bien sûr. Plus ambigu, oui, bah évidemment, c'est un regard un peu plus nuancé sur les laissés pour compte aussi de l'industrie du divertissement et du succès. Voilà, c'est un monde cruel. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce grand débat. Merci Johan, merci Thibaut. Vous restez avec nous parce que c'est l'heure de sévir comme toutes les semaines. Vous le savez, je vous la fais pas. Quand il a ce regard. Et oui, je souris, je ricane. C'est l'heure, les amis, du quiz musical. Le quiz musical cette semaine consacré au combat singulier. Le quiz s'intitule Crochet du droit. Donc sans détour, vraiment, il n'y a pas de triche, peut-être un petit twist dans le quiz. Il y a toujours un petit twist, c'est toujours parce qu'il n'y a pas de calembour cette semaine. Comment tu vas faire pour mettre personne à 5 ? Alors, nous avons l'équipe bleue d'un côté, Grégoire, Johan, Titouan, l'équipe rouge de l'autre côté avec Jonathan et Thibaut. 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. Si vous avez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Je vous demande de cacher le chat avec les feuilles, s'il vous plaît. On ne regarde pas le chat peut jouer évidemment, comme toutes les semaines. Donc dans les morceaux il y aura du cinéma et du jeu vidéo, comme ça vous êtes prévenus, il n'y a pas de problème. On est parti pour le premier morceau. Rocky, et 1 point pour l'équipe. Ouais, évidemment. Johan l'avait dit aussi. Mais un peu après. C'est-à-dire que j'ai mis un peu de temps. Juge de ligne. Comment t'as osé faire ça ? On revoit le replay. C'est honnête. Donc effectivement, Gonna Fly Now de Bill Conti sur la bande son du tout premier Rocky. 1-0 pour l'équipe rouge. Deuxième morceau. Raging Bull, tout à fait. Intermezzo de Pietro Mascagni dans Raging Bull. Voilà, tout à fait. Morceau qui n'est pas composé pour le film et qui est habilement réutilisé par Scorsese en ouverture et tout au long du film d'ailleurs, à chaque fois qu'il s'agit d'illustrer un moment important de la vie du bonhomme dont j'ai oublié le nom. Aide-moi s'il te plaît. Jacques Lamotta. Merci beaucoup. 1 point de plus pour l'équipe bleue donc. Yes. Non, un partout. Troisième morceau. Street Fighter 2. Street Fighter 2, bien bravo. joué. Bravo, thème de Balrog, Johan. bien joué. On peut le laisser derrière si vous voulez. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le couper directement. Non, c'est nul, passe. Très bien. Donc, alors, mais je l'ai pratiqué ce jeu. Alors, Street Fighter 2, le thème de Balrog, donc le box. non, c'est pas le bon nom. Alias Boxer. Bravo, Titouan. Alors, explique-nous. En fait, il y a une mauvaise traduction de la version japonaise à la version européenne et américaine. Et en fait, il aurait dû s'appeler Vega. Oui. Non. Ah non, c'est Bison. Non, c'est Bison, c'est M. Bison. M. Bison pour Et Mike du coup- Bison, justement. Et du coup, voilà, qui est beaucoup plus légitime en tant que nom de boxeur au final. Bien sûr. Et au final, ils ont inversé avec Balrog. Voilà. Alors, officiellement, c'est une faute dans les documents de traduction. Officieusement, je pense que c'est l'avocat de Mike Tyson qui est venu toquer chez Capcom en disant écoutez les gars, bon. Du coup, on l'appelle boxeur. Voilà, on l'appelle boxeur dans la scène professionnelle pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Donc c'est donc 2-1 pour l'équipe bleue. 4e morceau. Punch Out. Punch Oh, Out. il a été très Ah là là, Punch Out, Je m'y évidemment. attendais à ce qu'il arrive à un moment. Très bien. Alors, Pour des Ready to Rumble, tu vois. qui ne parle absolument pas d'un mec qui se fait piquer son vélo par son entraîneur, hein, surtout pas. Mais donc c'est le thème des entraînements du jogging avec la statue de la liberté derrière de Punch Out. Donc Mike Tyson's Punch Out aux États-Unis, composé par Yukio Kaneoka et Akito Nakatsuka, sorti sur NES en 1984. Le pitch, c'est il se fait voler son vélo. Non, mais c'est une blague Parce récurrente. que sur remarque, Internet. toi, Tales of Vesperia, c'est un mec qui va chercher de l'eau et au final il sauve le monde. Hein. Voilà, c'est ça. J'étais juste chercher une bouteille d'eau. Bien vu. Donc l'attention est à son comble. Là, on est à 2 partout pour l'équipe rouge et l'équipe bleue. C'est parti pour le 5e morceau.
Persona 5. Pardon, non, c'est pas Mortal Kombat, c'est pas Persona 5. Ah, mais je le sais en plus. La parole va à l'équipe bleue. Crochet du droit. Crochet du droit. Crochet du droit. C'est Peter Pan. Non, équipe rouge. Ça aurait pu. Je le sais. Oh mais crochet Il du le droit. sait pour moi. Bah, Smash Bros, je sais pas. Non, c'est pas Smash Bros. Yes. Bleu. C'est un j'ai dit, truc il y a avec twist. Hook. Il y a un twist. Yeah. Crochet du droit. Mais je le Ouais, je regarde le chat, je m'en fous. Je rigole. Crochet du droit. Phoenix Wright. Oui. Ah oui, mais oui, c'est ça. Bravo. Et oui, parce que. Ah oui. Et oui, parce que le droit, C'est beau. c'est un sport de combat, comme nous le prouve Phoenix Wright à travers toute la saga de jeux initiés sur DS, initiés sur Game Boy Advance au Japon, Gekko Tenseiban, sorti sur DS chez nous en 2006. Ça, c'est ma victoire, les gars. C'est donc la meilleure transposition de Rocky en visual novel. Vous incarnez un avocat qui va se battre par preuve et par objection interposée. Toute la mise en scène est shonen, toute la mise en scène est avec des regards, etc., des chants contre chants, etc. Voilà, crochet du droit. Donc voilà mon calembour pour la semaine. Jonathan, tu n'es pas trop énervé? Non, ça va. Non, mais là, je le connaissais en plus, mais je l'aurais pas trouvé comme. Tu concèdes. Je vois que le chat a été extrêmement vocal sur ce dernier morceau. C'est fini pour ce quiz musical. L'année et tout, il y a toutes les sortes. Et ça parle sur les jingles, et c'est quand même l'heure des recommandations. Les amis, en avez-vous? Johan. Pour rester dans le domaine de la boxe, parce que c'était un film que je voulais aborder très vite. Ça s'appelle, c'est un film japonais de Shinya Tsukamoto qui s'appelle Tokyo Fist, qui est sorti au milieu des années 90. Alors je me rappelle plus vraiment de la date exacte. Alors pour faire simple, donc Shinya Tsukamoto, donc c'est un cinéaste un petit peu mis de retrait aujourd'hui, même s'il continue à faire des films. Il est surtout connu en Occident pour avoir fait Tetsuo 1 et Tetsuo 2, dont Tarantino était un très grand fan. Et en fait, donc Tokyo Fist, si le pitch vous rappelle quelque chose, c'est un peu normal, parce que c'est l'histoire d'un employé, donc un employé de bureau qui s'ennuie dans son quotidien à Tokyo et qui, pour tromper son ennui, va rejoindre des clubs de combat, de boxe. Donc si ça vous rappelle quelque chose, c'est un peu normal. Donc voilà, donc c'est un film un peu atypique d'ailleurs, puisqu'à la base le film a été pensé par Tsukamoto comme un hommage à Raging Bull de Scorsese, puisqu'on retrouve un parcours personnel assez similaire, bien que le début annonce le film de David Fincher, Fight Club. Et c'est pas un hasard, puisque c'est Chuck Palahniuk qui s'était inspiré de la structure narrative, du début de la structure narrative de Tokyo Fist pour établir celle de son roman en fait. Fight Club. Donc voilà, ça en tout cas c'est Jean-Pierre Jeunet qui le dit, donc apparemment c'est une source assez fiable. Faut toujours. Voilà, donc je peux laisser, donc ça c'était ma reco. Et puis une deuxième toujours dans le cinéma japonais, c'est malgré tout c'est un film jeunesse, c'est une chronique, c'est Kids Return de Takeshi Kitano, qui aborde justement, qui croise au carrefour de la chronique adolescente désespérée et du film de boxe, voilà. Donc qui reprend d'ailleurs pas mal de codes qui ont été avant ou après, qu'on retrouve dans les mangas, dans l'anime, etc. Donc voilà, c'était mes deux petites recos. Oui, effectivement, il y a un côté un peu souvenir goutte à goutte maintenant que tu le dis, effectivement. Thibaut. C'est pas grave si c'est pas lié à la boxe. Non, il n'y a aucun souci. Non, même un resto si tu veux. Non, mais si vous êtes fan, il y a True Detective saison 3 qui arrive ce soir, cette nuit, du coup, aux États-Unis. J'ai eu la chance de voir les 5 premiers épisodes et c'est bien. Et vous qui avez aimé la saison 1 et pas trop aimé la saison 2, la saison 3 risque de vous plaire, parce qu'en plus il y a les super acteurs Mahershala Ali et Stéphane Dorff, et c'est vachement bien. Et en plus si vous êtes fan de Game of Thrones et que vous regardez ça en direct à la télévision américaine, vous pourriez peut-être avoir un petit avant-goût de ce qui arrive en avril. Très bien, merci. Teasing, et c'est sûr au CS, bien sûr. Très bien, le shout-out est passé. J'en place une pour Kevin Elarby qui fait son émission mercredi Making of, où il recevra Stéphane Dorff, donc où il reviendra sur sa carrière, donc il nous fait coucou de derrière la vitre et on l'embrasse très fort, évidemment. Jonathan. Pas de recommandation, à la limite peut-être Hajime no Ippo, dont on a un petit peu évoqué là, parce que là je me suis un petit peu renseigné dessus, et puis j'ai beaucoup regardé les épisodes là pour préparer l'émission. C'est moi qui aime beaucoup les shonen neketsu, justement. C'en est un très classique, mais voilà, ça fait très bien le travail, c'est très efficace, et justement l'animé est très
visuellement très prenant, donc c'est ça que je recommanderais. En manga, ça coûte un petit peu d'argent. Voilà, c'est pour ça. Oui, il y a 50 tomes, c'est ça? Non, c'est plus de 110, hein, c'est toujours en train de... Oh là là. Mais vous pouvez trouver les épisodes assez facilement. Grégoire, impressionné. Mais ça réveille, hein. Moi je m'étais mis en veille moniteur pendant le quiz musical. Ça va rien. One Piece, petit joueur. Voilà. Pour les recommandations, moi je recommanderais les 3 premières saisons de Peaky Blinders qui sont impressionnantes. J'ai fini les 3 premières, la 4e je la recommande pas tout simplement parce que alors je l'ai pas terminé, mais j'ai regardé les 4 premiers épisodes et je suis un peu déçu de la tournure que ça prend et des longueurs que ça multiplie. Mais les 3 premières sont très très bien foutues. Pour recontextualiser, on suit l'évolution, on va dire, d'un gang de Birmingham pendant l'entre-deux-guerres. Donc voilà, qui s'appelle les Peaky Blinders, et donc au fil des saisons ce gang va se développer. La série gravite beaucoup autour de la famille fondatrice qui sont les Shelby et de certaines personnes au sein de cette famille. On suit les pas de Tommy Shelby qui est le cadet d'une fratrie. Voilà, et les 3 premières saisons sont très bien foutues, des épisodes de 50 minutes mais 6 épisodes par saison, et en fait c'est pile ce qu'il fallait en fait, parce que les épisodes sont un peu lents mais pas trop, enfin vraiment c'est le contexte, la reconstitution est incroyable, les décors sont pas mal du tout, et l'intrigue est très très prenante. Mais bon, petit bémol sur la saison 4 du coup. Donc c'est en train de devenir une vraie série, c'est ça que t'es en train de dire? Désolé, c'est malheureux. Elle est sortie toute seule celle-là. Ouais. Titouan. Moi je vous conseille Raging Bull. Voilà, moi je l'avais étudié en long, en large et en travers, et c'est excellent. Vous pouvez le regarder en VO et en VF parce que ce n'est pas le même mixage. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire pourquoi, certainement ils n'avaient pas tous les sons nécessaires. Mais voilà, il est intéressant aussi bien en VO que en VF. Et c'est un très bon film. Et c'est Robert De Niro. Et Robert De Niro, dirigé par Martin Scorsese, rappelons-le. Moi, pour ce qui est de mes recos, je vais pas te griller la priorité, Johan, donc je le garde pour ton actualité. Mob Psycho 100, série de One adaptée par le studio Bones, diffusée actuellement sur Crunchyroll. Enfin, la saison 2 qui est arrivée, dont le premier épisode vous déchire votre petit cœur. C'est parfait, c'est extraordinaire. Ça rappelle à quel point l'animation japonaise est capable de faire des grandes choses avec des graphismes simples. Donc allez-y, je rappelle que c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Mob, qui a des pouvoirs psychiques et qui ne sait pas trop les utiliser. Il est trop fort. Il est beaucoup trop fort en fait. Et du coup, il est un peu exploité par une espèce de charlatan qui se fait passer pour un exorciste et qui du coup lui fait faire tout le sale boulot. Sauf que Mob, lui, ne se satisfait plus trop de cette situation et a envie de s'épanouir pour lui-même et de ne plus travailler pour les autres, en tout cas de ne plus dépendre des autres pour créer son propre bonheur. C'est beau, c'est fantastique. C'est beau ce que tu dis. C'est One Punch Man, mais sans le neketsu, mais du coup beaucoup plus introspectif, beaucoup plus intéressant. Donc vraiment, allez-y, les yeux fermés. Et mon autre reco, c'est évidemment la série Yakuza. J'ai pas eu le temps d'en parler pendant le débat, mais à mon sens, c'est peut-être la meilleure transposition de Rocky Balboa en jeu vidéo, en fait, tout simplement, car c'est une grande saga où l'on suit l'histoire de Kiryu Kazuma, qui est un peu un parrain des mafias japonaises, qui va se battre avec ses poings, qui va se battre avec ses pieds, qui va se battre avec des motos et même avec des pots de fleurs, des vélos, absolument tout, des distributeurs de canettes. Mais c'est la seule, je dirais, saga vidéoludique qui se permet de suivre un seul même personnage tout au long de sa vie. Et il y a ce même côté très authentique, très wholesome dans l'écriture, dans l'interprétation, dans les dialogues. Il y a énormément d'acteurs connus japonais qu'on retrouve tout au long de la série. Et pour moi, voilà, si vous avez aimé, disons, l'iconisation de Rocky, ce côté très authentique dans les films, et que vous avez envie de retrouver ça dans un jeu vidéo, je vous recommande Yakuza. Ils sont pratiquement tous disponibles sur PS4. Vous avez Yakuza 0, Yakuza Kiwami 2, vous avez le 3 qui est sorti, le 4 qui va sortir bientôt, et bientôt le 5, le 3 et le est 6 sorti qui est disponible. Voilà, le 3 est sorti chez nous, il va arriver, et le 4 va sortir aussi. Bref, la PS4, vous aurez tout Yakuza dessus. Vous ne couperez pas Yakuza, et peut-être le nouveau Persona 5, je ne sais pas. On en discutera tout au long de l'année. On vous fait plein de bisous. Du coup, comme le dit la phrase consacrée, c'est la fin des choux. Et c'est la fin de ce numéro 79 d'Hyperlink. Thibaut, où est-ce qu'on peut te retrouver ? On peut me retrouver sur OCS, où les émissions sont diffusées, donc Story Movie, Story Série, Story Classique, et sinon sur Internet, Facebook, Twitter, YouTube, OCS Story.
et bientôt un projet perso, un podcast qui devrait arriver le mois prochain, où on va parler de cinéma et de plein d'autres choses. Très bien, on suivra ça de très très près. Et toi, Johan, je crois que tu as une actualité. Oui, donc deux prochains épisodes de Monsieur Bobine dans pas longtemps, donc en lien avec le sujet de l'émission, puisqu'il sera question de Nous avons gagné ce soir, et plus la diffusion de la conférence, du débat auquel on a participé avec Julien, Aurélien et Cyril autour du Snowpiercer au cinéma Les 400 coups de Angers, que je salue au passage. Voilà. Très bien. Et on salue toute l'équipe de Monsieur Bobine. Évidemment, merci Johan, merci Thibaut. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission consacrée aux 90 ans d'un grand héros de la bande dessinée franco-belge, nom de code Sapristi. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.